Mesdames et messieurs, en direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à Mike Ward sous écoute, le premier Mike Ward sous écoute que je fais avec la Bex sans alcool. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi que je bois ça. C'est que moi j'ai eu la semaine passée, j'étais à New York. Puis j'ai fait un asti de blackout weird que j'avais fait un podcast à New York et j'avais bu avant le podcast en après-midi. Puis après, je suis allé faire le comedy show de 4 à 6. J'ai bu. Après le show, j'ai bu. Puis là, à 8 heures le soir, j'étais comme sous un peu. J'ai fait, OK, je m'en vais chez nous. Et Phil Roy m'a texté. Puis il a dit, hey, on est à telle place. Fait que là, je suis allé le rejoindre. J'ai bu. Puis là, j'ai dit, hey, je connais une place mieux qu'ici. On est allé là. J'ai bu. Là, j'ai fait, tu connais une place mieux qu'ici? Parce que j'avais oublié que c'était moi qui avais amené tout le monde à cette place-là. On est allé à nos places. J'ai bu tout ça pour... Moi, en plus, je viens pas feeling. Moi, je viens scrap. Fait que là, moi, je suis à jeun, je chie dans la rue. Fait que là... Pis c'était à peu près ça, tu sais. On est parti, on était à Brooklyn, puis là, le Phil pis son ami Julien sont fait, OK, on s'en va. Je leur ai donné des directions à comment se rendre chez eux. Et là, après ça, blackout total, je me réveille genre 9 heures plus tard. Je suis dans un hôpital à Brooklyn. J'ai aucune idée je suis où. Il y a des sans-abri à côté de moi qui crient à madame pour avoir leur linge. Fait que là, moi, je suis comme, what the fuck? J'avais aucune idée j'étais où, puis j'avais le goût d'avoir mon linge, moi aussi, mais je me sentais mal parce que là, il y avait du monde qui était comme, donne-moi mon linge. Puis là, c'était tout le temps la même affaire. Il faisait, sir, calm down, I'm gonna give you breakfast. Puis là, les sans-abri faisaient OK. Fait que là, moi, j'attendais. Puis là, un coup qu'il n'y avait pas eu de sans-abri, là, je suis allé les voir. J'ai fait, je peux-tu avoir mon linge? Puis ils voulaient pas parce que ils voulaient me passer des radiographies et me prendre des prises de sang. Puis finalement, il a fallu que j'explique, regarde, je suis pas américain, j'ai pas d'assurance, j'ai pas d'argent. Fait que tout ce que vous faites, je vous paierai jamais pour. Puis ça a marché pour sortir de l'hôpital. Fait que là, mais ils ont dit, on aimerait ça qu'un médecin te parle avant. Le médecin, ou le médecin, mais en tout cas c'est une femme là, mais le médecin avec des seins, je sais pas comment dire. C'est-tu la médecin? OK, la médecin. En tout cas, la médecin est venue me voir, puis là, il était comme, elle me posait des questions, elle était comme, tu sais-tu t'es où? Puis là, j'étais comme, ben, je suis dans un hôpital, mais j'ai aucune idée de la ville. Tu sais, fait que là, j'étais comme, je pense Brooklyn. Puis là, elle était comme, OK, ouais. Puis là, elle m'a posé plein de questions. Elle m'a laissé partir. Puis j'avais vraiment mal au chest toute la journée. Puis je pensais que je faisais une crise cardiaque. Fait que j'arrêtais pas de prendre des aspirines pour amincir mon sang, pour pas faire de crise cardiaque. Et c'est 3 jours après que, tu sais, la beauté d'un blackout, c'est que tu te réveilles, tu te rappelles de rien, mais une couple de journées après, il y a des petits morceaux qui reviennent. Et voici ce qui est arrivé. C'est que quand je suis parti avec de Phil Roy, j'ai collé un taxi. Dans le taxi, je me suis attaché parce que je suis quelqu'un de très sécuritaire et je me suis mis à vomir. Je me vomissais dessus. Puis là, le taxi essayait de défaire ma ceinture. Moi aussi, j'essayais de défaire. Puis ça marchait pas. Puis il était comme, get out of my cab. Puis je me suis défaite. J'ai rouvert la porte. Et aussitôt que j'ai rouvert la porte, je pense qu'on roulait encore, le gars m'a poussé. Puis j'ai tombé dans la rue et là, le chauffeur de taxi, il est sorti et il s'est mis à me donner des coups de pied dans la poitrine. Puis ici, c'est dégueulasse. Je vais vous montrer quoi. Checkez le bleu. Je sais pas si vous... C'est dégueulasse. Puis là, j'espère que tu faisais le A à cause du bleu puis pas à cause de ma shape, calice. Mais... ça serait insultant. Ah, c'est dégueulasse! Le bleu! Hey, il y avait un bleu! OK. Je pensais juste qu'il était créé en panchette. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai mal ici, j'ai mal au chest, et puis je me sentais
la journée que c'est arrivé, le lendemain, quand je me suis couché, j'avais peur de mourir. C'est la première fois. Tu sais, moi, d'habitude, j'ai pas peur de mourir. J'avais pas peur de mourir à cause de la mort, mais c'est juste que je voulais pas mourir à New York. Puis qu'il appelle ma blonde, puis ma blonde, elle parle pas vraiment anglais. Puis là, il y a comme un Américain qui dit, ouais, do you know Mike Ward? Yes, he's my husband. Yeah, he's dead. Je voulais pas ça. Fait que là, je bois plus, mais je bois plus. Pas toute ma vie, là. Chris, qui ici ne s'est jamais réveillé à l'hôpital à Brooklyn? Avec un bleu qui faisait la moitié de son corps, exactement. Arrêtez de me juger. Mais là, moi, je vais prendre ça mollo pendant une couple de semaines. Et là, qu'est-ce qui est drôle? Mes invités, c'est du monde que d'habitude boivent pas, mais là, ils vont me boire d'en face. Les tabarnaks, j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Je suis tellement content qu'ils sont là. Mélanie Couture et Eddie King. Mélanie Couture et Eddie King, applaudissez. Yeah. Ah. Alors, ça va tout le monde? Ouais. Bien? Merci beaucoup d'être là. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma bière, mais... Merci de nous recevoir. Crise de bière, pas d'alcool. Merci d'être là. Ça fait plaisir, je suis vraiment contente. C'est moi qui te gossais, parce que j'aime ça, des podcasts. Ben, cool. Excellent. Puis toi, moi, c'est ça, j'aime ça poser des questions tout de suite en partant. Parce que sinon, ça serait long, là, tu sais, si je faisais juste te fixer. Mais toi, puis c'est ça qui est drôle, tu sais, t'en as parlé à soir dans la loge, puis on dirait, je l'avais oublié, t'étais sexologue avant d'être humoriste. Ouais. Moi, j'étais, en fait, souvent les gens me disent, t'as dû en entendre des vertes, des pommures dans ton bureau, mais non. J'étais pas dans un bureau, j'avais pas une pratique. J'ai fait un bac en sexologie, puis j'ai enseigné un programme de rééducation pour les femmes victimes de violences conjugales et d'inceste. OK. Ouais. Merci. Ça, c'est vraiment pas cool d'applaudir l'inceste, mais... Puis je trouvais que c'était de la merde, fait que je suis devenue humoriste. Non, fait que tu réapprenais aux filles à pas avoir peur. Oui, ben en fait, c'est se réapproprier leur propre sexualité, parce que souvent, étant donné que leurs limites étaient tout le temps transgressées, ben là, on avait besoin de rétablir quelles étaient leurs limites à elles, puis qu'est-ce que c'était une sexualité satisfaisante et tout ça. Fait ça que, doit être dark comme vie. Ouais, autant que ton bleu. Ouais. C'est hard. Est-ce qu'il y a la même chose pour les gens qui mangent une raclée à Brooklyn ou bien genre même service ou réadaptation? Faut qu'ils me réapprennent à rentrer dans un taxi sans pleurer. Chaque fois que je rentre dans un taxi, je me sens pas bien. Je vais juste rouvrir la porte puis je tombe. Je check un peu. Mais c'était une super belle job, c'était vraiment satisfaisant comme emploi, parce que tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose auprès des femmes puis que tu les aides et tout. Mais je me frappais contre des frustrations constantes, c'est que ces femmes-là, ils ont tellement été dénigrées qu'ils aiment plus leur corps, fait qu'ils pensent pas qu'ils méritent le plaisir sexuel qui va avec. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient pas été victimes de violences conjugales, qui aimaient juste pas leur corps, point. Puis là, j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je me batte contre toute la grosse machine là, qui dit que t'es pas assez belle, faut que t'achètes tel produit, que t'es pas assez mince, faut que tu te mettes à diète, c'est tout le temps ça là au niveau de la société. Fait que tu passais tes journées à faire non, t'es belle. Ben, pas de même, là, mais je cruisais des victimes. Pas loin. En fait, je leur montrais comment se cruiser elle-même. Okay. J'étais comme, aime-toi, fille, aime-toi. Mais mais à un moment donné, je me suis rendu compte en faisant partie de la machine de l'humour, que j'avais une portée qui était un peu plus grande que juste les classes restreintes. Fait que c'est là que j'ai auditionné pour l'École nationale de l'humour, puis quand on m'a demandé pourquoi, parce que tu sais j'avais ma profession puis tout, j'ai dit mais parce que je veux que ma classe soit plus grande. OK. Fait que c'est pour ça que je parle souvent de sexe sur scène, mais j'ai tout le temps un purpose dans la tête à me dire faut que les femmes sentent qu'elles ont le droit au plaisir sexuel elles aussi, peu importe c'est quoi leur shape, leur âge puis leur fonction dans la vie. Fait que c'est un peu ça. Puis toi, pourquoi tu fais de l'humour? Ça sera pas aussi beau que ça. C'est impossible. Non, vraiment. Merci. Pourquoi je fais de l'humour? Franchement, moi, ça n'avait pas prévu de prendre cette ampleur-là, moi, par rapport à l'humour. Hein. Sérieusement, je m'étais juste promis qu'un jour, j'allais essayer d'en faire.
Et au moment où j'ai essayé, voilà, j'en ai fait une carrière. Là, ça fait combien de temps t'en fais? Ça fait 9 ans, là. OK. 9 ans quand même. Quand même, ça passe vite, hein. Puis, moi, je t'ai souvent vu en anglais. Ouais. Ton but ultime, c'est-tu le Québec, la France, les États-Unis, le monde? C'est le monde. Mais c'est toujours bien de passer par les États-Unis quand tu veux atteindre le monde parce que tout le monde a vu sur eux dans l'entertainment. Ouais. Mais moi ce serait le monde. Je me fixe même pas de limite. Donc, tu vas souvent à New York d'ailleurs. Ouais, quand même assez et je prends pas de raclée. OK. Tu t'es jamais fait battre. Jamais. Mais laisse-moi te poser comment ça se fait que tu sais pas te battre? Mike. Parce qu'il était sous. Non mais même à ça, quand même avec tout ce qui t'arrive dans ta vie. Mike. mais moi je suis pas un fighter, je suis un lover. Moi pour la vraie raison pourquoi je sais pas comment me battre, quand j'étais petit, je m'étais battu parce que moi au primaire, j'étais un bully. Puis en secondaire 1, j'avais écœuré un gars, puis on s'était battu, puis je l'avais frappé, puis il avait tombé, puis là j'avais fait « Yeah, c'est moi qui gagne », mais là il s'était relevé, puis il m'a battu comme j'ai jamais été battu jusqu'à la semaine passée. Fait que là je m'étais dit « OK, il faut que je trouve des manières de pas me battre. » Fait que je fais juste, tu sais, j'essaie de faire rire le monde. Ouais, c'est ça, c'est là que l'humour est arrivé. Même quelqu'un qui veut j'avais eu un moment donné un gars qui voulait vraiment me tuer, puis là j'essayais d'y faire des gags, j'ai réussi à le faire rire, puis c'est pour ça que je suis encore vivant. Moi pour de vrai être mettons dans tu sais MMA où j'essaierais de faire des jokes. Si je collerais le gars, j'y dirais qu'il sent bon, puis moi aussi je me suis mais moi pour faire un peu de MMA quand je fais du sparring, je fais des fois ça m'arrive pas de façon inintentionnelle en sparring pas de faire des jokes mais j'explique au gars ce qui m'arrive. Genre qu'est-ce que tu ressens? Ouais, genre merde, j'ai plus de cardio. Faut que je te mette par terre là. Genre je le fais à haute voix des fois mais c'est très ce que je devrais jamais faire. Ou pendant le temps qu'il rit toi. Ouais, et puis pendant ça là, tu places un bon jab et voilà. Ça doit être weird ça, recevoir un coup de poing d'un gars qui vient de te faire rire. C'est comme toutes les émotions en même temps, tu sais. Non, mais le pire c'est qu'à chaque fois que j'en fais, ça surprend tout le temps les gens parce que quand j'arrive, ils me prennent vraiment pour un humoriste. Ouais. Fait qu'ils savent que c'est ça que je fais. Donc sur les premiers coups, ils sont comme ça va être facile. Il sait pas ce qu'il fait. Puis après, c'est eux qui sont surpris. Puis moi, toi, c'est ça. Si tu penses-tu que t'aurais pu être professionnel? Ouais, j'aurais pu. Honnêtement, j'aurais pu. Mais quand j'ai commencé à faire de l'humour et que j'ai commencé à m'entraîner, c'était à peu près en même temps. C'était l'un ou l'autre. Honnêtement, c'était vraiment l'un ou l'autre. Et j'allais dire j'ai choisi l'humour, mais je pense que c'est plus l'humour qui m'a choisi. Mais t'avais quel âge quand t'as commencé à t'entraîner? Quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, j'avais 22 ou 23. OK. 22 ou 23. Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait des arts martiaux, j'ai fait du judo pendant longtemps, j'ai fait du karaté pendant longtemps. Puis là, au secondaire, c'était pas la mode un mec qui fait des arts martiaux, c'était plus le mec qui joue au basket. C'est vrai que j'ai commencé à jouer au basket et tout. Et même si j'étais pas super bon. Et c'est plus tard qu'après je dis vas-y, je vais réessayer pour voir. OK. Voilà. Moi aussi, je me suis déjà battue. Ah ouais, c'est vrai? T'es-tu bonne, ta batte? Ben, en fait, je suis surprenante. Fait que je pense que c'est ça qui m'aide, mais je me suis pas battue, surprenante? Ouais, ben, je me suis pas battue avec une folle dans une rue ou, tu sais, puis tout d'un coup, parce que les folles, tu te bats jamais avec ça, là, ils gagnent tout le temps. C'est-tu une patiente? Ça! Pauvre chouette, elle avait déjà passé par là, puis j'y ai redonné un coup. Non, c'est plus, ben, tu sais, moi, je suis une chubbée depuis mon enfance. Fait que quand t'es toutoune à l'école, ben, il y a des gars comme toi qui m'écœurent. Fait que, puis le gars qui m'écœurait, c'était, le pire, c'est que c'est tout le temps le petit Chris qui est le plus laid, qui a rien pour lui, mais qu'avant qu'il se fasse mordre, il mord tout le monde. Okay. Tu sais, c'est un peu tout le temps ça. Puis je me souviens, ce gars-là, dans ce temps-là, je vendais des palettes de chocolat pour l'équipe de football à mon frère, tu sais. Puis il avait voulu, en fait, il avait volé des palettes de chocolat en pliant ma case pour aller chercher les palettes en haut de la case.
Puis je savais que c'était lui, j'attendais juste qu'il retourne, fait que je watchais, puis quand il y avait le bras dans le case, je suis rentrée dans ma case pour y pogner le bras dans la case. Puis durant le temps qu'il y avait le bras dans la case, ben là, je l'ai tabassé un peu. Fait que t'as battu un gars. Ouais, mais je me suis dit, garde, et puis là j'ai dit, garde, moi je suis pas super forte, mais ça j'ai vend pour une équipe de foot, fait que tu me dois de l'argent si tu veux pas qu'ils viennent au complet réclamer les palettes. Moi c'est vrai, le gars il faut être con voler d'une équipe de foot. Ben ouais, mais c'est ça. C'est en Alberta ça? Non, mon père a grandi en Alberta. Moi, je suis né t'as jamais vécu en Alberta? Non, mon père est un agent retraité de la GRC, fait que lui il est parti d'Alberta pour faire son truc en Saskatchewan parce que tous les gars sont à Depot à Regina. Puis là, après ça, ils viennent, il a été transféré à Bécomo, puis c'est là qu'il a rencontré ma mère. OK. Fait que moi, je suis né en Abitibi, puis après ça, on a bougé à Québec, puis après ça à Montréal. OK. Puis c'est quoi le pouvoir qu'ils ont la GRC au Québec? Ben c'est surtout des enquêteurs. Fait que si ça te tente pas de faire de la patrouille puis que tu veux faire partie de la police, je te conseille d'aller faire de la GRC, d'avoir un bac, de parler les deux langues, puis ils risquent de te ramener rapidement au Québec pour que tu puisses passer direct à enquêteur. Puis il faut savoir comment se défendre. Oui. Ça aide habituellement. Il y a des gars comme ça qui enseignent. S'ils me laissent prendre mon char avec une coupe de verre dans le corps, ils me jugent pas quand je perds mon fusil. Mais tu sais que ce qui t'est arrivé en fait quand j'y pense, hein, ça m'est arrivé aussi il y a pas super longtemps. Ah ouais? Ouais, après un gala après un festival juste pour rire. Je sortais pour aller récupérer ma voiture que j'avais garée dans une ruelle et moi c'était 4 gars qui me sont tombés dessus. La seule différence avec son histoire, c'est qu'ils m'ont pas mis une raclée. C'est juste t'as ça. créé ça une volée à 4 gars? En fait, je t'explique. T'en prends un sur les 4, tu lui fais sa fête. Chris, on dirait qu'on est en prison. Non, mais c'est extraordinaire. Choisis-en un et tu lui fais sa fête. Et le message il va passer. Tu prends le plus gros? Tu prends celui-là qui a de l'air le plus tough ou ça dérange le premier? Non, j'ai pris celui que je pouvais attraper parce qu'ils étaient sur moi puis ils étaient en train de m'attraper, me donner des coups et tout. J'en ai pris un par la nuque et je lui ai donné des coups de poing jusqu'à ce qu'il tombe. OK. Puis après, les 3 autres se sont sauvés? Ouais, parce qu'il y en a un qui a dit, ouais, la police arrive. T'as-tu volé l'argent du gars qui a tombé? ça serait malade. J'aurais dû, hein. T'aurais dit, ça serait cœur, hein? Quelqu'un fait, donne-moi ton argent. Non, toi, donne-moi ton... Ah, c'était pour ton argent, c'est tout? De quoi qui m'a ouais, il y avait du beef contre toi, ou? Non, ils étaient sous, et, ils bloquaient la rue. Et quand je flashais, que je klaxonnais, ils voulaient pas bouger. Fait qu'ils sont venus. Ouais. Fait qu'ils étaient sous, les mecs. Ils sont venus, et ils sont venus. Non, ils sont venus. Il y en a un qui a donné un coup de pied dans l'auto. Fait que je suis sorti pour voir s'il y avait un dommage. Ce que j'aurais pas dû faire, tu vois. J'aurais dû vraiment rester dans ma voiture, mais quand je suis sorti, il y a un mec, il est venu pour me pousser, je l'ai repoussé, puis il a brandi quelque chose. Je sais pas ce que c'était. Il a juste brandi quelque chose, et à partir de là, je sais pas, je sais plus trop ce qui s'est passé, et je lui ai donné un coup de poing, puis là les autres m'ont sauté dessus, on commence à me frapper et tout, et là j'ai dégagé un de mes bras, j'en ai pris un par la nuque, et j'ai donné des uppercuts. Qu'est-ce que ça passe? Juste à répétition, et le mec est tombé. Et j'ai pu me dégager, pousser les autres. Il y en a un qui a dit ok, la police arrive. Il y en a 2 qui sont partis, mais celui qui était par terre, son pote essayait de l'aider à se relever, mais je sais pas d'où il avait du sang qui sortait derrière de la tête. Moi, je suis rentré dans ma voiture, j'ai même pas démarré, j'étais en train de trembler comme ça. Puis finalement, ils sont partis, je démarre, je vois une voiture de police. Et je me suis snitch tout seul à la police. Ah ouais? Ouais. T'es sorti de ton auto, pis hey, ouais, moi, dit, ouais, arrêtez-moi, je suis noir. Ouais, exactement. Ouais. Mais... Ça a presque marché, mais c'était pas les Squad Eclipse, donc... Mais les 4 gars, étaient-tu blancs ou noirs? Ouais, ils étaient blancs. Latino? OK. Ils étaient blancs. Et après, le policier m'a dit, ouais, bah, écoute, j'ai pas reçu d'appel comme quoi il y a un mec ensanglanté ou je sais pas trop quoi, puis ils étaient 4 sur toi. Même s'ils portent plainte et tout, c'était légitime. Ils t'as-tu offert de porter plainte? Ils avaient disparu, les mecs. Fait que tu peux pas savoir c'est qui. J'ai oublié de leur demander leur nom avant de partir. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé à New York, t'as-tu pensé prendre le numéro de plaque du chauffeur de ta crise quand t'es en blackout?
C'est rare, tu sors ton travailles à petit calepin. l'hôpital. Ah, c'est ça. C'est que dans les films, ça se passe. Non, mais moi, tu sais, à Montréal, t'es souvent témoin d'un incident de violence, puis t'as bien beau de l'avoir vu 1000 fois dans les films, c'est ridicule comment qu'un coup de poing que d'en face à quelqu'un te glace le sang, même si t'en as vu 1000. Le bruit que t'entends, le howl, le bout de salive que tu vois, tu sais, tout ça, c'est violent, d'une violence que tu fais comme, je suis pas bien. Moi, je me souviens, j'avais demandé à un portier à un moment donné d'intervenir avec un gars qui était vraiment ultra tâche. Puis dans ce temps-là, je sais pas si vous avez déjà sorti au loft à pas très loin, là, Sainte-Catherine, Saint-Laurent. Puis je sais pas si tu te souviens des escaliers qu'il y avait au loft, mais j'ai vu le bouncer pitcher le gars. Puis j'avais jamais vu un gars voler de même de les escaliers du loft, puis sont intenses. Puis tu sais, c'était le gars que je voulais qu'il se fasse pas prendre, mais que quelqu'un intervienne. Puis j'étais mal pour le gars qui venait de se faire ramasser là. T'es-tu allé le voir en bas? Non. Non, mais j'ai pas dit, j'ai pas donné mon numéro au bouncer, par exemple. J'avais peur de lui, là. C'était le genre de gars que tu fais comme Chris, non. Mais moi, dans l'histoire, de ce qui m'est arrivé, c'est ça qui m'a fait peur, en fait. C'est pour ça que je suis rentré dans ma voiture et je tremblais. Parce que, malgré que tu sais, tu peux t'entraîner, tu connais des trucs, mais quand tu vois ce que ça fait, que tu sais pas ce qui arrive au gars, que dans une bagarre comme ça, il peut tomber, puis vraiment se blesser, vraiment se faire mal. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Ça m'a glacé le sang à moi tout seul. Ouais. Et, je sais pas, c'est spécial. On dit non. Mais vaut mieux ça que toi prendre une raclée. Ouais, non. Mais moi, c'est ça, c'est pour ça que je me suis acheté un fusil. Fait que je suis correct. Non. Moi, le pire, j'ai jamais acheté, non, j'ai déjà pensé à acheter un fusil. Mais plus jeune, j'achèterais pas de fusil vu que je suis quelqu'un qui fait des blackouts, puis je suis diabétique. Fait que ça serait avec un gun. une fois ou 3 jours, je tirerais quelqu'un, tu sais. Ça serait dangereux. Moi, c'est pour ça, moi non plus, c'est ça qui me ferait peur d'avoir un peu. Dans le trafic, je tirerais sur les gens, mais bêtement. Franchement. Moi, je pense pas que j'ai la patience même, il y a certains arts martiaux, même, que je veux jamais apprendre parce que parce que c'est trop violent. Ouais, genre, tu sais, il y a un art martial, par exemple, qui s'appelle le Kali. Le Kali, c'est filipino. Et c'est genre avec, simulation avec des couteaux, tu vois, c'est avec des couteaux. Donc, en fond, le but, c'est de taillader la personne et tout. Et puis, je me dis, mais je veux pas apprendre ça, parce que il suffit que... Ah non, martial avec des couteaux. Ouais, je pense que c'est l'art martial national des Philippines. Mais ça doit être, tu sais, mauvais quand c'est 2 ceintures jaunes. Qui font juste cloud. C'est comme du Laser Quest, finalement. C'est des petits couteaux en plastique avec de la peinture, tu sais. Ben, en fait, c'est ça, justement. C'est comme, ils mettent, pour les entraînements et juste pour les compétitions, c'est qu'ils prennent des faux couteaux, ils mettent un espèce de lipstick dessus, et en fait, c'est celui qui a le moins de tailladage sur le corps qui gagne, tu vois. Moins de couleurs. Ouais. Et c'est vraiment, et quand tu vois les gars qui ont les marques et tout, combien de fois ils se sont fait taillader ou qu'ils ont tailladé l'autre, je me dis, j'ai pas envie d'apprendre ce truc. Après, en plus, tu te ramasses dans une ruelle, l'autre gars a un vrai couteau, toi tu lui donnes des coups de rouge à lèvres. Exact. Parce que Dieu sait que je traîne toujours mon rouge à lèvres. Et puis si tu écris des insultes en même temps, ça t'aide un peu au moins. Mais... Moi, j'ai nettoyé des guns, j'avais 6 ans. Fait que l'arme à feu me fait pas peur, tu sais, en tant que tel, mais je me souviens très bien à un moment donné, il y avait le barrel, il y en avait même pas dedans, en fait. Tu sais, c'était vide. Puis j'avais pogné le gun, puis je faisais semblant de pointer vers mon frère, puis c'est la seule fois que mon père m'a frappé de ma vie. Jamais, tu sais, il a levé la main sur nous autres, là, mais la taloche que j'ai mangée en arrière de la tête, puis c'était du pointe au ciel ou du pointe au sol. J'étais comme moi, mais il y a rien, c'est pas grave, tu sais. Puis j'ai appris par après, en faisant du tir sur des champs de tir, tout le kit pour triper, là, mais... T'as-tu un permis non, pas moi. pendant? Non, pas moi. Tu sais, mon père, avec sa badge, il nous sneakait in quand on était plus jeunes, genre dans des champs à Mirabel qui avaient des sites dessus, là. Mais, mon Dieu, je suis en train de... Il est retraité, il sera pas dans ma... Des fois, on allait en vacances avec l'argent de la poudre qu'il volait. T'aurais dû voir notre bateau, il était malade, notre bateau. Mais, non, mais pour vrai, fait que pour moi, l'arme à feu reste un objet, tu sais, c'est juste que j'ai trop peur des humains
pour dire que l'arme à feu devrait être comme aux États-Unis. Ouais. Lui-même me fait beaucoup trop peur. Moi, Pas l'arme. j'avais été dans un gun range à Houston, vu que j'ai de la famille là-bas. Puis, tu sais, on dirait, à cause des films, t'as le goût de shooter de côté. Mais Chris, ça marche pas bien. Mais juste ça aussi, c'est quelque chose que tu vois souvent, mais la détente, tu sais, l'épaule qui te recule, le tout, il y a une violence dans ça que tu t'attends pas jusqu'à temps que tu le veuilles, puis tu fais, OK, on niaise pas avec ça. Là. Ouais, moi, quand j'étais en Afghanistan, il y avait un policier qui s'appelait... Tout, toi? Ouais, non, c'est ça. J'ai jamais... Ouais, c'est la dernière fois sur Mars. Mais, ouais, c'est ça. J'ai plein... Chris, j'ai trop voyagé, mais... Tant mieux. C'est ça, quand j'étais en Afghanistan, ils nous avaient fait tirer au gun range. Pis ça, là, j'avais trippé. Tu sais, je suis pas un gars de fusil, mais c'est vraiment le fun. Ouais, la compétition est cool. Moi, je l'ai fait cette année en Alberta aussi, une fois. Dans leur mall à Edmonton, ils ont un gun range. Il y a un gun range le West Edmonton Mall. Ouais, dans West ouais. Ça doit être fou, ça, de tirer dans un centre d'achat. T'as vu ça, hein? Mais tu sais, je bien du monde en parle dans un gun range. Tu sais, pas aller au promenade Saint-Bruno pour faire fuck you! Non, mais c'est fou, en plus, ce mall-là. Tu vois, t'as un parc d'attractions. Après ça, tu vas voir les otaries. Après ça, tu vas tirer dans un... C'est mon Disneyland de mon enfance. Ah ouais? À chaque fois, on allait visiter la famille à mon père en Alberta, puis je suis jamais allé à Disneyland, mais le West Edmonton Mall, je le connais par cœur. Puis il était dans mon livre en secondaire 3 en plus, il en parlait. Je sais pas s'il y en a qui ont fait le même livre d'anglais, là. Okay. Mais Chris, que le West Edmonton Mall, c'était quelque chose, là. Mais Gun Range, ça doit être nouveau, je savais pas. Ouais, il y en a un. Et puis, non, c'était cool. J'ai trippé aussi, mais je me suis dit, ça m'a confirmé que je veux pas posséder de flingue. Parce que c'est juste trop de responsabilités. C'est d'avoir ça chez soi, c'est un accident arrivé vite fait. Puis en plus, tout le monde fait, ouais, mais pour que ça soit sécuritaire, tu mets les balles dans une place. Puis mais tu sais, si t'entends quelqu'un dans la cuisine, t'es comme, c'est quelqu'un dans la cuisine. Ok, je vais aller dans la chambre, là-bas chercher mes balles, je vais aller au grenier chercher le fusil. Il est pas fait pour ça. Il est supposé, il est pas fait pour ça. T'es mieux avec ton bat de baseball que ton gun. Ton gun, il est fait pour être dans sa valise, locké tout le temps pour te rendre au gun range ou chasser. Et tu chasses pas un voleur, là. C'est pas, c'est vite, en tout cas. Ça qui est drôle, moi, en Floride, tu sais, j'ai une maison là-bas. Puis, ouais, c'est ça. Excusez, là, tu sais. Ben, pour l'instant, mais, tu sais, la future maison au petit Jérémy, mais là, pour l'instant, j'ai une maison. Puis, mais on salue Madame la juge. La Floride. La Floride, t'as le droit de tirer le monde qui vont chez vous. Oui, mais non, mais ils sont freaks, là. N'importe qui sur ton terrain, t'as c'est le droit le fun, hein, comment je rentre juste, je reviens. Parce que légalement, je peux pas en parler. Mais c'est fou, les lois en Floride. T'as vu avec, les enfants de la télé? Non, avec Véro, puis je pense que c'est pas une gouverneure ou je sais pas trop quoi, que ces deux enfants, ils étaient dans une transaction de drogue, une gouverneure canadienne ou Okay. Vous avez vu cette histoire-là? J'ai perdu. En Floride, ouais, exact. Dernièrement, ça? Ouais, la gouverneure cette année, canadienne en Floride. Ouais, elle travaille pour le consul du Canada en Floride. Okay. Et ses deux enfants, il y en avait un plus vieux qui vendait de la drogue. Il est parti faire une transaction de drogue avec son petit frère. Et il a dit à son petit frère, attends-moi dans la voiture, il rentre dans la maison. La transaction se passe mal, les deux protagonistes, ils se tirent dessus. Et le petit frère, il sort, il va dans la maison, il constate les trucs. Je pense qu'il a même ramassé un gun, je sais pas pourquoi il a tiré en l'air, j'ai aucune idée pourquoi. Résultat, en Floride, si jamais genre il y a un meurtre quelque part et que t'étais sur les lieux et que t'étais sur les lieux, tu peux être accusé de meurtre toi aussi. Donc lui, il est accusé du meurtre de son type de. Mais sauf tirer dans les airs, là, ça veut dire qu'il les a tués les deux. Peut-être. Tu sais, parce que tu sais, dans la vraie vie, tu rentrerais, tu ferais comme peut-être tu prendrais le fusil, mais tu ferais pas comme pogner le fusil, tirer pour que le gunpowder soit sur tes mains. Bah c'est ça, mais même à ça, même s'il avait pas fait ça, il aurait été accusé de meurtre quand même, parce qu'ils sont partis lui et son frère pour une transaction de drogue. Donc dans ce crime-là, il y a des gens qui sont morts. Donc quand tu commets un crime et qu'il y a mort, même si t'as pas physiquement tué la personne, t'es accusé pour meurtre. OK. Et donc c'est ça qui arrive en ce moment. C'est fou. Puis il y a quel âge, Jean? Je pense qu'il
Entre 15 ou 16, un truc comme ça, là. 16 et 19? OK. Ouais. OK, hey, c'est fou. Puis la madame, elle, ça doit pas être bon pour sa job, tu sais. Tout le monde doit la juger au consulat. Un petit peu. C'est fou, hein. Mais moi, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu de problème en Floride, là. Tu sais. Mais c'est rare, je vais chez le monde collecter de l'argent pour la drogue. Toi, t'as été, ça fait un petit bout de temps que tu fais Floride-Québec une fois de temps en temps. Ouais, mais là, je fais juste du 15 décembre au 15 janvier. OK, en Floride. C'est ouais. nice. Ouais. Mais j'avais mes beaux-parents, en fait, les parents de mon chum, ils m'ont dit qu'ils allaient dans un bar où est-ce que souvent il y avait des humoristes, puis quelqu'un qui m'a dit que t'étais allé jouer là, puis c'était solidement de la tête blanche, mais que t'avais réussi pareil à ça s'appelle le Ron Prov, que c'est tu sais, il y a les improv aux États. Ouais. Ça, c'est un gars qui s'appelle Ron. Fait qu'il a parti le Ron Prov, qui est le pire bar de l'histoire, mais c'est comme à côté de où ce que je reste. Puis moi, je suis incapable de voir soirée d'humour au bar d'humour puis pas y aller. Fait que là, j'ai envoyé un texto à Ron. Puis j'étais allé. Qu'est-ce qui est drôle? Lui, il remplit sa place avec des swingers. Fait qu'il met des annonces classées. Des échangistes. Des échangistes. Fait que le monde qui vont voir le show savent pas que c'est une soirée échangiste. Puis les échangistes qui arrivent savent pas qu'il va y avoir une soirée d'humour. Ben voyons. Fait que ça fait ambiance fucked up. Puis là, moi, première fois, j'arrive là, Ron, il me dit, il vient me voir puis il fait « Don't go in the green room after the show ». Tu sais, la loge devenait où que le monde fourrait. C'était weird. C'est tout des... Tu sais, puis des échangistes de la Floride. Ouais. La moyenne d'âge est comme 64, là, tu sais. Fait que c'est toutes des vieilles cochonnes, puis des vieux cochons, puis c'était le fun, par exemple. Mais c'est fou comment quand t'arrives dans un autre pays, tu te permets de faire des affaires que t'oserais pas faire chez vous en te disant, il connaît pas, je reverrai pas. Ouais, non, mais moi, par exemple, je peux pas fourrer personne là-bas. J'ai pas fait, ils me connaissent pas, je vais fourrer elle. Et ça joue en anglais ou Ouais, c'était en anglais, puis c'était quand même cool. Je l'ai fait une couple de fois, dont la dernière fois que là, lui, j'étais arrivé puis il avait dit, j'ai pris une pub. Il y a un magazine échangiste pour la côte est au complet. Puis j'ai pris un quart de page pour mettre ton nom. Puis là, j'étais comme, mets pas mon nom. Je veux pas devenir comme le gars des swingers. C'est ça, mais de croire que... Comment t'as entendu parler qu'il était là? Ah, ça veut dire que... Non, mais je pense... Exact. C'est qui? C'est mes beaux-parents. Mais moi, je mets tout le monde dans la merde. Mon père, mes beaux-parents. Non, mais je pense que on parle pas du même bar. Je pense que c'est un autre bar que t'as fait francophone. OK, non, ouais, j'ai fait un bar mais francophone. C'était très intéressant. OK, excuse. Ouais, il y a un bar... il y a deux bars à Fort Lauderdale qui font de l'humour en français. Le Frenchies, puis un autre place c'est l'autre place que j'ai fait. Ouais, c'est ça. OK. C'était pas le franchise. Mais je me non, plus mais ça, c'est vraiment le fun. T'as ramassé vite, puis quelque chose, je pense, de mémoire, t'as dit quelque chose comme c'est pas parce que vous avez des têtes blanches que je vais vous épargner mes vieux Chris, ou quelque chose du genre, puis t'as parti en show puis tout le monde a embarqué. Moi, j'avais dit à mon gérant, parce que quand tu vas en Floride, tu t'attends que le public va être super vieux, puis j'avais dit à Michel, non, ils sont pas si vieux que ça, mais la moyenne d'âge était de 115 ans, tu sais. Il y avait, qu'est-ce qui était cool? Il y avait, Philippe Bande qui était là avec son père. Pis son père est plus bronzé que Philippe Bande. C'était vraiment... Je pensais pas que ça se pouvait. Ouais, c'était vraiment... Puis j'avais fait mon comme gag... terracotta. Phil Bande était venu me voir avant, puis j'avais un gag sur lui, tu sais, que je disais, Phil Bande, il est tellement bronzé, on dirait que son père a fourré une clémentine, pis c'est lui qui est sorti, puis là, il m'a dit, tu feras la joke, puis là, son père était tellement content, là. C'est très hot. Dans quel pays t'as joué à part ici? Moi, j'ai eu la chance de jouer en Belgique et en Suisse. 2 fois en Belgique, une fois à Bruxelles puis une fois à Liège. En fait, le Grand Rire à Québec, qui est maintenant le Comédie A, on avait un collectif d'humour de filles qui s'appelait Les Filles de l'humour. Ah oui, c'est vrai. Puis on avait gagné le coup de cœur du festival, puis ça nous permettait d'aller jouer le show en Suisse. Un show complet?
Ouais, le show complet, puis aussi faire des numbers solo dans un gala télévisé. OK. Fait que ça, c'était très cool parce que t'apprends à découvrir le public. Ça, c'était en Belgique, pardon. Puis t'apprends à découvrir le public belge qui est beaucoup plus proche de nous que les Français. Puis c'était-tu pour la télé, ça? Ouais, la télé, oui, mais c'était pas diffusé international, là. C'était vraiment national pour la Belgique. OK. Puis avec les frères Taloche. Je sais pas si tu te souviens des frères. Ouais, les frères Taloche, qu'on a parlé d'eux autres les frères Taloche, il y a 2 semaines. fait que c'est ça. Fait que c'était quand même une super belle expérience. Le trip. Les frères Taloche sont-ils aussi mauvais là-bas? Oui. Ou c'est... Oui, mais Okay. Ouais, nous autres on était là puis on se disait on peut pas croire que c'est encore eux autres qui animent puis c'est juste probablement parce qu'ils ont acheté la ville, je sais pas là mais c'est pas surtout que c'est pas le même genre d'humour mais j'ai vu des gens des Français et des Belges jouer sur cette scène-là qui torchaient 1000 fois plus des culs que les frères Taloche. Je pense que c'est le fait qu'ils sont depuis longtemps établis puis ils leur doivent un certain respect. Mais tu sais, c'est pas les meilleurs trucs. J'ai tellement pas arrivé à ce niveau-là un jour. On se le souhaite, hein. Juste, les gens, ils sont là, et ils rigolent par respect. Ce serait bizarre. Ou par nostalgie. Peut-être qu'il y en a qui ont vu parce que crème, il y a un gars qui a fait un numéro, puis qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'ai vu le même numéro il y a 14 ans dans le festival à telle place, tu sais. Fait que tu te dis, et ils roulent leur numéro longtemps. C'est une vieille mentalité de, tu sais, dans le temps, il y avait ben des Américains qui étaient de même il y a 15-20 ans qu'il y avait un number puis là ils faisaient le tour de la planète avec. Puis même moi tu sais quand j'ai commencé, tu sais je pensais au début j'aurais juste à avoir 15 minutes puis je pourrais faire le tour du monde. Ouais, ben en fait, c'est pratique d'avoir un bon set. Surtout à Montréal, parce que maintenant, la compétition est de plus en plus féroce, tu sais. Toi, ça fait quand même un bout de temps, toi aussi, que t'es rentré dans le système, là. Nous autres, tu sais, moi, j'ai fait en route en 2009, puis je suis sorti d'école en 2007. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'appelles à des places pour te faire booker, puis il y a pas personne qui te dit, ben, peux-tu m'envoyer une vidéo? T'as établi à un moment donné que t'es capable de jouer sans trop te casser la tête. Mais il y a tellement de monde qui espère, à un moment donné, juste percer le réseau des bars montréalais que moi, je leur conseille tout le temps de dire, tu sors ton best shit à chaque fois et tu le fais dans tous les bars. Fais ton nom, marque ta place, installe-toi, épate tous les bookers. Je pense qu'il faut que tu fasses ça quand t'arrives n'importe où. Oui, c'est ça. Même Voir que tu vas casser du stock quand personne te connaît. Tu sais, quand t'es allé faire, mettons, un gala en Belgique, j'imagine t'as pas écrit un numéro dans l'avion pour ça, là. Non, mais on l'a traduit un peu dans l'avion. Parce que il y a des mots, à un moment donné, moi, je faisais un gag bon, sans te faire la prémisse, là, mais le liner, c'était, je me voyais déjà aller faire un abat dans ces petites cannes. Tu sais, c'était ça l'idée. Et là, il y a une Belge qui m'a dit, ça me dit absolument rien, c'est quoi un abat? Fait que là, j'ai dit, tu sais, quand tu joues au quai, elle fait, c'est un strike au bowling. Fait qu'il a fallu que je change mes mots francophones pour des mots anglophones pour aller jouer en Belgique, puis ça me fascinait. J'ai fait, OK, ça va être un strike pour cette fois-là. Toi, t'as-tu déjà, t'as joué en France, t'as joué... Moi, j'ai fait France, Belgique. Suisse? Non, pas la Suisse. France, Belgique, Haïti, les States, Cuba dernièrement. Cuba? En anglais ou en français? En français. J'étais avec Julien Tremblay. Qui était malade. Ouais. C'était quoi? C'était genre un party... C'était moi, Julien Tremblay, Étienne Dano. OK. Et on faisait, et en fait, c'était comme une agence de voyage qui s'appelle Voyage à prix fou, qui offrait un deal où est-ce que genre, OK, achetez le voyage et vous aurez un show de vos humoristes. Vos humoristes que vous aimez. Et puis, et c'est ça. Donc, c'était il y a 2 semaines que je suis. OK. C'est très cool, ça. Voilà. Puis il y avait combien de monde? C'était-tu, c'était quoi? C'était une 60aine de personnes qui étaient venues en tout, là. Et, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Puis comment vous faisiez un show? Ouais, on faisait un show, chacun on faisait à peu près 1 heure de show. Mais malheureusement, Julien il a pas pu le faire. Parce que, je sais pas si t'as entendu. Non. Moi j'étais en blackout. En blackout. Okay. Non, pour ceux qui peut-être qui connaissent un peu l'histoire, mais Julien Tremblay, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé malade là-bas, mais très très malade, genre. À Cuba? Ouais, c'est-à-dire pas à cause de Cuba. Pas à cause de Cuba, c'est-à-dire que avant de partir déjà, il se sentait pas bien, il avait déjà perdu beaucoup de poids, puis il y avait quelque chose qui se passait mal dans son estomac. Et en arrivant là-bas, après 3 jours, il a fait comme une espèce
c'était une hémorragie interne. OK. Ouais, donc il a dû se faire opérer. Il est encore là-bas. Là-bas. Il est encore là-bas, là. C'est peut fait pas prendre l'avion. opérer là-bas. Oh, shit. Ouais, et c'est fou parce que Julien, c'est un vrai bonhomme. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je le croise au bordel, je dis, va voir le médecin, va voir le médecin. Et là, il me disait que ça allait mieux. Ouais, tu te rappelles? Ouais, il disait qu'il se sentait mieux. Il se montait à lui-même, en fait. Et avant de partir, je lui dis, avant qu'on parte, va voir le médecin. Il me dit, ah non, j'irai au retour et tout. Et, pendant les 3 premiers jours, ça allait vraiment pas. Et, même s'il voulait pas, tu sais, au bout de 3 jours, je suis parti chercher un médecin avec Étienne, puis on l'a amené à sa chambre, mais justement, il était très mal, puis si on n'avait pas fait ça, ben, ça aurait été, il s'est fait opérer par un Cubain. Ouais. Non, puis mais ils ont les meilleurs médecins, ouais. par contre, hein, les Cubains. Ils ont pas les meilleurs hôpitaux, parce que franchement, son hôpital, c'était un champ de bataille. Mais le médecin, c'était un jeune médecin de 27 ans et là-bas, les médecins, ils sont vraiment top. OK. Mais c'est bizarre, depuis tout à l'heure, à chaque fois, c'est moi qui ramène les histoires pour tuer la foule, en fait. En fait, non, J'ai toujours les histoires tragiques. de ce que j'ai compris, il va mieux, mais il peut juste pas prendre l'avion. Ouais, tant pas et tout de aussi suite. longtemps que sa plaie est pas cicatrisée, fait qu'il va revenir plus tard. Et puis, connaissant sa santé, ça va prendre 4 ans avant de cicatriser. Moi, Parce que pour de vrai, il n'y a pas une grosse santé. Non, là, moi j'adore la culture des roasts dans la vie, tu sais, toi et moi on aime bien ça. Puis roaster quelqu'un, en tout cas c'est ça, c'est y donner du hate avec du love. Puis à un moment donné, je me suis fait roaster, puis Julien Tremblay était un des gars qui me donnait des bitcheries. Puis j'avais dit Julien, je suis super contente que tu sois venu. Au début, j'étais pas certaine si c'était toi ou Stéphane Rousseau qui avait le cancer, mais pour vrai, je suis vraiment contente que tu sois là parce que ce gars-là, il a l'air vert, constant, il a la peau gris. sec. Ouais. Il se gratte dans le cou comme un crackhead, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un des gars. chic type. C'est ça. Non, mais c'est vraiment full un Chris de bon gars. c'est un des gars qui me fait Je le le plus rire, savais puis j'ai même appris pas. énormément. C'est ça de qui est lui. mauvais. J'ai eu, moi, tu sais, j'ai arrêté de lire le journal il y a une couple de semaines, puis après... Pourquoi? Puis après, j'ai eu Toronto puis New York, Ouais. puis depuis que je suis revenu, je trouvais ça drôle que Julien était plus ici. À jouer. Ouais, non, mais Ouais, il est encore là-bas. Il devrait revenir peut-être d'ici la fin de semaine. OK. Mais Fait que vous autres, quand vous êtes partis, tu devais filer cheap de juste le laisser là-bas. un petit peu. Mais c'est un mec qui. Lui, il a-tu fait aider, s'il vous plaît, votre enfant? Non. Au contraire, mais J'ai sa peur famille est qu'il venue le me prenne un rejoindre. Donc, Mais c'est sûr, ils sont venus, vous l'avez abandonné. On lui a sauvé la vie quand même. Mais non, mais honnêtement, ça me tue parce que il a quand même le moral, mais vraiment à fond. Il a vraiment le moral. Il voit le positif dans toute l'histoire et tout. Et le mec, il a tout ça. Puis je pense même pas qu'il a des assurances derrière tout ça. Je sais pas comment il voit le positif en vrai. Cuba, c'est un pays communiste, fait que, tu sais. Ça lui coûtera coûte pas pas- non, 100 000 $, mais Ça coûte vraiment pas cher. Non. Il y a une fille qui s'est pété des dents pendant un de nos voyages, puis elle est allée se faire arracher des dents et poser des dents nouvelles pour 5 $ la-dedans. Et c'était fantastique. Pour vrai, j'étais comme, si jamais j'ai besoin de me faire, tu sais, je vais à Cuba et je me pète en même des temps, dents. alors. Ouais. Hein. Non, 5 là, piastres là-dedans. pour de vrai, ça va coûter 3 piastres par jour. Genre. Ouais, 200 ça, piastres. ça avec des petits sacs cadeaux là, pour les femmes de chambre. Puis, fait que là, mais c'est quoi qu'il y a eu? Ça s'appelle une diverticulite. Diverticulite. C'est ça? C'est ça? C'est quoi une diverticulite? Les quelque chose qui ressemble à ça, là, peut-être les gens si ça explose, là, ça peut éviter de foncer ton estomac. Ta mère, elle s'est fait soigner ça en République dominicaine ou... Elle peut plus manger de salade. Ah, fuck. Ben, Mais, comme si c'était dangereux, de la ouais. salade. Poutine, c'est good. OK. Ah, Et en fait, Ça il coupe? avait ça ses- colle. Ah, ça colle. Ouais. il avait les intestins qui ont perforé. Et en fait, quand ça a éclaté, Tabarnak. c'est parce qu'on a pris l'avion. C'est ça qui a fait OK, vraiment. de la pression. Exactement. OK. Hey, on apprend plein de choses à ton Ah podcast. ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'était non, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était Ben, j'espère que Julien, il écoute pas, là, c'est sûr, là, mais si, ben, peut-être qu'ils ont... Non, et peut-être qu'il écoute. il est bien Ouais, connecté c'est vrai, là-bas, c'est quand même. vrai. OK, ben, salut Julien, j'espère que ça va bien. Là, ouais, c'est ça. Avant qu'on descende, on a parlé un petit peu d'humour, puis il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris quand tu parlais de comment tu as découvert l'humour. Ouais.
Explique au monde, c'est quoi qui t'a fait découvrir l'humour? Ben, en fait, moi, j'ai pas été exposée à la culture francophone rapidement chez nous parce que c'était mon père qui avait le contrôle de la télé, fait que c'était tout le temps en anglais. Mais le Blue Collar Comedy Tour. Blue Collar Comedy Tour, qui est le Nickelback de l'humour. Exactement. C'est pas vrai. Après, quand t'as connu, c'est pas la même chose. Mais il reste que mon préféré, c'était Ron White. Qui est excellent. Ouais, si jamais vous connaissez pas Ron White, googlez. C'est le dude qui est tout le temps en train de fumer puis qui a un verre de scotch dans les mains durant le temps qu'il fait. Ouais, c'est ça. Durant le temps qu'il fait ses numbers. Puis mon père, il écoutait ça. Puis étant donné que mon père c'est un gars de l'Ouest, il trouvait ça bien drôle parce qu'il y a un cowboy qui fait des jokes là-dedans puis tout. Fait que c'était assez intense pour moi de faire comme crime. C'est l'action-réaction. Tu sais, ce que j'avais pas en enseignement, justement, qui me manquait, c'était que les gens, tu vois pas la transformation rapidement, tandis que l'humour, ta réaction est immédiate. Tu sais, t'es pas bonne, tu le sais vite, puis t'es bonne, ben tu le sais vite. Fait que ça, je trouvais ça assez fantastique de voir. Puis après ça, ben je suis tombée sur, comme ben du monde, sur Delirious, puis Raw, puis tout ça de Eddie Murphy. Puis moi, j'ai été élevée avec des Cosby Show que maintenant je ne vois plus de la même façon. Hey Chris! Puis non, mais tu sais, on voulait tout Cliff Huxtable comme père, puis maintenant je me suis dit ouais, mon père m'aurait drogué. Mais non, c'est moins intéressant, mais ça a été ça, Cliff Huxtable, Night Court, Fresh Prince, comme ben du monde. C'était bon, John Larroquette, il était malade là-dedans. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que j'ai été plus exposée à la culture francophone qu'anglophone, fait que je connaissais pas beaucoup d'humoristes. Ouais, excuse-moi, anglophone qu'anglophone. Je connaissais pas beaucoup d'humoristes. Je redis la même affaire, hein. Ouais, ok, je vais prendre ta bière finalement. Mais non, c'est puis là, en étant après ça intéressée à l'humour pour vrai, là j'ai fait comme ben qu'est-ce qui existe au Québec puis qui est francophone. Puis peu importe. Tu regardé bien des shows avant de commencer à en faire ou non? Non, zéro parce que moi, j'ai tendance à tu sais, quand tu vas voir une culture, j'ai tendance à pogner leurs accents rapidement. Okay. Tu sais, puis à déconner. Puis ouais, j'ai été serveuse chez Boston Pizza quand j'ai arrêté d'être sexologue. T'avais-tu l'accent du Boston? Non. J'avais l'accent du Boston. Non, mais mes clients, fallait que je me force pour pas leur répondre dans leur accent parce que, puis à un moment donné, j'avais un monsieur qui est arrivé puis qui avait un menu anglophone. Fait que dans ce temps-là, ben, tu sais, how you doing today? How can I help you? Would you like to drink? Puis il a fait comme, oh my God, I would like a Pepsi. Oh no, do you have Mountain Dew? I'd love Mountain Dew. Et de là, ça m'a tout pris puis j'ai pas été capable. À un moment donné, j'ai fait, is everything very good? J'ai comme pas pu m'empêcher puis fait que je me dis, à pogner les accents de même, c'est certain que si je regarde l'humour, mettons que je regarde toi pendant longtemps, ton rythme puis tout ça, tu sais, je vais m'imbiber de ça comme une éponge puis à un moment donné mon prochain set va avoir un peu ton rythme, fait qu'il faut que je me batte contre de pas vouloir être la mimique de quelqu'un puis d'être moi-même, fait que j'en regardais beaucoup moins avant. À ce temps que je sais mieux je suis qui, là j'en regarde mais j'en regardais pas. J'aurais aimé te voir en train de faire du Mike Ward en fait. Ça aurait été marrant. Mais je peux être hard surprenamment. Non, mais le rythme. Mais le rythme, non, c'est ça. Avec la voix Faudrait que je le regarde longtemps. Ouais. Toi, c'était qui la première fois que t'as vu de l'humour? Que j'ai vu de l'humour. En fait, tu t'es dit ah ouais, ça j'aime vraiment ça. OK. Ceux qui m'ont vraiment fait triper quand j'étais jeune, c'était un groupe d'humoristes, un trio d'humoristes français qui s'appelle Les Inconnus. OK, moi, Les Inconnus. Ouais. Les Inconnus, c'était un peu, pour nous, c'était un peu notre Rock et Belles Oreilles, en fait, tu vois, pour les Français. Et Les Inconnus, c'était-tu dans les nuls, Légitimus, ou c'était Les Inconnus? Légitimus, c'était dans Les Inconnus. Okay. Ouais, c'était dans Les Inconnus, donc c'était Didier Bourdon, Pascal Légitimus, et puis, troisième, j'ai oublié, c'est Bernard, quelque chose, j'ai oublié. C'est ça? Ok, donc hey, cette table-là, ils connaissent beaucoup d'affaires. Je te jure, hein. Ouais. C'est qui des Inconnus? Lui, il sait. Je pense que c'est une connectivité. Oui, exactement. C'est. Donc c'est ça. Mais ils m'ont pas. Ça n'a pas été au point où est-ce que j'ai voulu en faire. Mais là où ça m'a vraiment dit, oh putain, c'est possible d'en faire pour un mec comme moi, c'est quand Jamel Debbouze est arrivé. Okay. Et ça, je pense qu'il a fait ça pour beaucoup de Français. Comme moi, issus de l'immigration, ou issus de parents immigrants et tout, parce que quelque part, c'est comme si un peu, bon, avant ça, tu sais, genre,
la télé française était très 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 blanche, très un peu comme la télé québécoise, mais très 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 blanche. Et puis tu sens pas que t'as trop ta place. Et puis c'est là que lui il est arrivé et qui vient d'un des quartiers comme nous et qui parle comme nous et qu'il est capable de faire rire toute la France. Mais toi, tu l'as-tu connu comme stand-up avant ou comme la plupart des gens, tu l'as connu dans Amélie Poulain puis après ça Astérix et Cléopâtre? Bien avant ça. Okay. Toi, tu le connaissais comme stand-up avant ça? Oh ouais, bien. Moi, je trouve, par exemple, Jamel, il y a en fait, il a amené l'humour en France, le stand-up plus moderne. Ouais. Tu sais, je pense que si c'était pas du Jamel Comedy Club, il y aurait pas le calibre serait pas. C'est ce qui a rendu ça mainstream, mais avant lui, il y avait un énorme mouvement. Apparemment, il a juste repris le truc et il l'a fait. Il y avait vraiment, comme dans ce mouvement-là, avant il y avait le comte de Boudherbala qui était là-dedans, il y avait les Thomas Njijol et tout. Ils avaient déjà leur propre mouvement de stand-up. Et c'est Jamel qui a fait, putain, la thune à faire avec ça. Et puis il a sauté sur l'occasion. Ils ont créé T'as joué au Jamel Comedy Club? Ouais, à 2 ou 3 reprises. C'était comment? Tout le monde me dit qu'ils se font traiter comme la marde quand ils arrivent là-bas. Ouais, jusqu'à ce que tu leur montres comment on fait. Et puis voilà, quand tu leur montres la méthode bien de chez nous ici au Québec, ils respectent après, tu vois. Puis ils te vois-tu comme un Français maintenant ou ils te voient comme un Québécois maintenant? Comme un Québécois, comme un Québécois. Ça dépend, moi on me voit n'importe. Ici, on me voit comme un Français, là-bas, on me voit comme un Québécois, d'autres, on me voit comme un mais t'es pas Congolais. clair, Eddie. T'es pas clair. Mais je suis tout ça en même temps, qu'est-ce que je te dise? Et, non, il me voit beaucoup comme un Québécois sans accent. Okay. Voilà. Pour résumer. Un Québécois qui comprend. Mais voilà. Le Jamel Comedy Club, c'est à l'intérieur. C'est quoi qui se passe aussi à l'extérieur, là? C'est comme ça a l'air d'un géant dôme, puis c'est à air ouverte. Puis c'est à l'extérieur, c'est une méga soirée. C'est-tu Marrakech en humour, je sais pas trop quoi? Oui, le Marrakech du rire, ça c'est au Maroc. Moi, j'aurais aimé ça jouer là, mais c'est impossible. Pourquoi? Bah, pas avec les propos que je tiens. Pourquoi? Ben, en tout cas, il faudrait que j'aille un number clean, là, parce que avec Pourquoi? Ben, je l'ai vu là-bas, j'ai vu le monde là-bas, puis ils sont assez... te limite pas, hein? Ah ouais? Ouais, moi Okay. je le vois là-bas. Ouais. Ben, je vais aller faire friser les voiles des femmes. Mais c'est ça le truc, c'est qu'elles sont pas toutes voilées. Non, je sais, j'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de diversité au Maroc, il y a toutes sortes de gens, tu vois, donc, non, c'est... Il y a des catholiques aussi, là, je sais pas. Ouais, donc, non, moi je pense pas que tu devrais te limiter à ça. Hein. Ouais, non. Are you gonna hook me up? Let me hook myself up first. T'as jamais fait le Marrakech, je dirais? Non, jamais, non. OK. Jamais. J'ai pas de notoriété là-bas, pour pouvoir, arriver, puis tu vois, c'est jamais, moi, c'est que dans la dernière année que j'ai commencé à faire, tu sais quoi? Peut-être que je devrais peut-être penser à faire de l'humour en France, mais avant, je voulais pas. Ah, mais t'as joué dans le film belge, ça t'a pas amené une certaine... Oui, mais ça m'a... c'est quoi, Marocain Gigolo? Oui, mais non, pas au point... Et je me suis jamais concentré sur vouloir faire de l'humour en France, parce que j'ai toujours trouvé que chaque fois qu'il y a un Québécois qui quitte ici pour aller en France, quand il revient, c'est plus pareil. Si je trouve que maintenant que le stand-up est un peu plus établi là-bas, là il y a des moyens de travail, il y a beaucoup de soirées d'humour à Paris parce que tu peux aller rôder un peu comme avec la méthode qu'on a ici, mais avant il y avait pas. Donc eux, en fait, leur rodage c'est quoi? J'écris un show, je fais une première et après on verra. Bon, ouais. Je l'avais déjà compté, je pense ici, mais Guillaume Wagner, il y avait un gars, un Français qui avait écrit, puis il voulait des conseils comment faire de l'humour. Puis là, Guillaume, il a dit, regarde, l'important, c'est que tu t'écris un numéro de 5 minutes, fais-le, travaille-le. D'un coup, ton 5 est bon, il va devenir un 7, puis après 5 ans, tu vas avoir 40 minutes. Le gars, merci pour les conseils. Puis genre, 4 jours après, il envoie une invitation à Guillaume pour son one-man show. D'accord. J'ai un one-man show. Il y avait son poster. Puis c'est dit, moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Fait que bon, il y a dit 4 ans. Et tu sais, toi-même, tu sais comment c'est ce métier-là, tu vois, genre, tu peux pas penser avoir une longévité dans ce métier-là si, genre, au moins un certain nombre de fois par semaine, tu montes pas sur scène. Oh, ouais. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est comme aller au gym, et si t'arrêtes, ne fût-ce qu'un moment. Moi, j'arrête pendant genre 2 semaines, ça me gratte. Je peux pas, il faut absolument que je monte. Quand je tournais le film en Belgique, au bout de 2 semaines, j'ai pété un câble, j'ai pris le train. On tournait à Liège, j'ai pris le train, je suis allé jusqu'à Anvers, qui est comme à 1h30. Juste pour jouer? Ouais, juste pour jouer. J'ai trouvé un petit comédie club qui joue en anglais et tout ça. Je suis allé, j'ai fait mon truc, j'ai fait un 45 minutes, puis ça m'a fait du bien, parce que sinon, tu peux pas, c'est pas possible. Et moi, j'ai toujours dit, les gens, même dans ce métier-là, ceux qui
qui n'arrivent pas à avoir de longévité, même ici au Québec, qui tu vois que leur style évolue pas, c'est parce que je trouve que justement ils ne le font pas. Mais tu sais comme en fin de semaine, je rodais de quoi ici. Ouais. Puis tu sais les samedis ici on a 3 shows. C'est fou C'est comment magique. être capable de faire 3 shows dans une soirée. Ouais. Tu t'améliores vite. C'est pour ça que New York pour moi c'est la Mecque. Les gars, une fois j'ai suivi notre pote qu'on a en commun, Daniel Tirado. En un soir, il a fait 6 shows. 6. Donc en un soir, ton numéro que t'as écrit, au bout du 6e show, il est rodé, mais au quart de tour, tu vois. Moi, j'ai eu cet été, quand Johnny Mel Nasty Show, j'ai eu Louis C.K. qui est venu un soir. Puis, tu sais, on faisait le Nasty Show trois fois dans la soirée. Puis lui, il est allé faire 2 autres shows. Puis à 7 heures, le numéro qu'il faisait, c'était la première fois qu'il le faisait. C'était moyen. C'était vraiment moyen. C'était correct, là. C'est du Louis C.K., mais c'était pas du Louis C.K. Puis rendu à minuit, c'était un numéro rodé hallucinant. Mais tu fais la même joke 5 fois dans la soirée, tu vas apprendre à la faire comme du monde. Et c'est pour ça que je suis content que le bordel existe. Franchement, c'est ce qui me manquait à l'humour québécois. Un endroit, non, mais c'est vrai. Un vrai endroit où est-ce qu'on peut venir et puis travailler, avoir du stage time. C'est comme t'as dit, le samedi 3 shows de suite, le vendredi 2 shows. L'humour va évoluer encore plus quand on va avoir un compétiteur. Tu sais, ça prend plus qu'un comedy club en français, moi je trouve. Partez-vous-en. Ne me chauffe pas. On va attendre que les revenus viennent avec. C'est très cool que le bordel existe. Mais tu sais comme l'Abreuvoir devrait redevenir plus comme les clubs, je trouve. Mais l'installation est parfaite. Ouais. C'était un comedy club avant ou? Non, mais tu sais, ça a été un comedy club pendant 6 mois. Ah, tu veux dire qu'il y en avait à tous les jours, la semaine? Ouais. Mais ça marche pas. J'étais pas au courant. Ça marche pas. C'était pas un strip club avant? Ça a peut-être été un strip club, mais c'était... Non, il y a eu pendant un bout de temps, il y a toujours eu les mercredis soirs à l'Abreuvoir qui fonctionnent à côté. Là, il fait tellement chaud dans la place, tellement qu'il y a de monde. Puis après ça, il y a jeudi, vendredi, samedi, puis c'est là que ça a pas fonctionné. Parce que je pense que le côté médiatique était pas autant là. Parce que vous êtes quand même mis des Jedi ensemble là, pour faire ce truc-là. Donc, tellement. Ouais, ça l'aide aussi. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais pour vrai, quand tu dis travailler ton number, tu sais, habituellement, pour les gens qui ça intéresse, quand tu décides de roder ton numéro, ben, ils te donnent un dédommagement de 25$ pour dire que t'as pas à payer ton gaz pour te rendre, puis tu sais, tout ça. Fait que tu fais ton number, mais tu le fais, puis là, après ça, tu dis, OK, je le fais pas avant 2 jours, mais il y a quelque chose avec le rythme, puis ici, on part jamais. Tu sais, on fait plus d'argent qu'on en boit. Fait que ça aide pas mal aussi à repartir chez nous avec un cachet, tu sais. Fait que puis ici, vous avez vos drinks gratuits aussi. Oui, mais c'est ça. Tu bois de la bière. Exactement, tu sais. Puis, j'étais pas au courant. comment ça qu'on a manqué ça, nous autres? Mais, puis l'avantage aussi, c'est que les gens qui jouent ici, je pense, c'est que c'est du monde qui prennent la job au sérieux, tu sais. Quand tu vas dans d'autres bars, des fois, t'as le gars qui, lui, son objectif, c'est de se pogner de la pitoune puis faire la plus grosse ligne de poudre après son show. Fait que, tu sais, l'objectif est pas le même. Fait que quand t'arrives ici, puis tu sais que c'est tout du monde qui essaye de travailler fort sur leur truc, habituellement, t'arrives dans l'âge puis tu dis, crème, il a pas rentré comme je veux. Puis là, t'as quelqu'un qui te pitch une idée, puis là, t'as quelqu'un qui te pitch un wording, puis là, t'as quelqu'un qui dit, hey, peut-être que si tu inversais ce mot-là avec celle-là, fait que, tu sais, tu fais... La vitesse éclair que ton numéro, c'est ridicule. Moi, j'adore tout le temps jouer ici. Puis en plus, mais l'humour, en tout cas, sur la scène humoristique, en tout cas à Montréal, je trouve qu'elle va super bien parce que t'as tellement de place. En plus du bordel, comme un mercredi soir, tu peux faire le bordel, tu peux faire l'Abreuvoir, tu peux faire le plan de match. Si tu joues en anglais, tu peux faire Yellow Door, Comedy Nest, tu peux faire Burritoville. En une soirée, tu peux vraiment... Il y a une place à Longueuil. Burritoville. Le bar à Chico, est-ce que vous l'avez fait? Ouais, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. On s'est sur Saint-Charles, on s'est vu là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Un moment donné, j'avais été souper puis je t'ai vu. Ben non, pour vrai, c'est un gars. Le gars qui anime, c'est Julien Lacroix. Puis pour vrai, ce gars-là,
sais, il a pas fait l'école, dans ta tête, il sort de nulle part, tu te dis, bon, une soirée Toi, qui va refermer dans 6 mois. le monde qui ont pas fait l'école? Eh, mon Dieu, T'as dit non. ça, de façon, il a pas fait l'école. Non, mais c'est le préjugé que tu vas avoir quand tu vois quelqu'un qui décide de partir une soirée qui a pas fait l'école. Tu t'attends à ce que sa soirée soit un peu tout croche. Mais ce gars-là, il a une passion dans le sang qui a juste pas de bon sens, puis il a une vitesse d'esprit, puis c'est un gars d'impro, puis il torche des culs là, fait que en tout cas, on fera pas le prix de le. C'est quoi, d'après vous autres, tu sais, à part, dites pas le bordel, là, mais la meilleure place pour faire de l'humour au Québec en ce moment? Il faut pas dire le bordel. Ouais, c'est ça, n'importe où ailleurs. Man. Parce que sinon, avant ça, moi, je t'aurais dit le Saint-Cyboire, mais c'est fermé. Au Québec. Mais ça dépend aussi où c'est que t'es rendu avec ton numéro, tu sais. Il y a des places que tu dis, ma V1, ma version 1 de mon numéro, je vais aller la jouer là parce que les gens sont vraiment crissement dedans. Puis ça va me donner confiance pour continuer ce numéro-là. Puis il y a des endroits que tu dis, j'irai jamais jouer ma V1 là, mais ma V5, par exemple, ça va être parfait pour savoir si ce numéro-là va fonctionner en gala, mettons, ou tout ça. Fait que, tu sais, V1, moi, l'Abreuvoir, ça fonctionne super bien. Le Jockey aussi. Jockey les lundis, puis V5, ben je te dirais que le brouhaha qui est tout le temps un peu plus soft. Brouhaha, c'est vrai que c'est cool parce que les gens sont plus soft, sont plus tu sais si tes jokes elles sont bulletproof ou pas au brouhaha. T'as vraiment une bonne idée, genre un crowd un peu plus difficile à faire lever. Donc tu sais exactement où est-ce que tu vas. J'en ai fait des V1 en tabarouette là-bas parce que j'avais pas le choix. J'ai fait selon l'opinion comique pendant une saison complète. Puis de la façon que ça fonctionnait, puis ça c'était assez rock'n'roll là, les gens pour faire un 5 minutes que tu dis que tu vas canner télé rendu au vendredi. Tu sais, puis que tu connais ton sujet le lundi qui est imposé parce que c'est un sujet d'actualité. Fait qu'on partait le lundi, tu l'écrivais le mardi, le mercredi tu le soumettais à la prod, le jeudi tu le testais, puis le vendredi tu le cannais, puis ça recommençait le lundi d'après. Ça devait être tough quand tu te plantais le jeudi. Ben oui, puis on se plantait tout le temps, mais c'est vrai parce que c'est hard crowd, puis je trouvais ça mais quand t'arrives après ça en télé, étant donné que les gens sont vraiment hype, sont dans un show télé, ils réagissent souvent dès ta première joke, puis là toute la pression descend, puis t'as du gros fun à la TV. Comparativement. Fait que tu sais, ça fait l'effet inverse un peu. Tu te plantes, tu pleures chez vous, tu dis je peux pas croire que je vais être à la TV demain, tu retravailles ton texte, puis le lendemain, ben habituellement tu scores. Tu le fais-tu encore, là? Non, en fait, il y a des épisodes qu'on a cannés l'année passée qui sont présentement en diffusion à télé, mais le show n'existe plus parce que ma TV a eu des trucs au niveau des subventions là, puis il faut qu'ils soient vraiment communautaires, puis le contenu n'était pas assez communautaire, fait qu'ils se sont fait couper des enveloppes, fait que Puis ça tu sentais ça la part du monde qui regardait ce show là, ça devait être plus sur Illico que ben en fait ça passait tellement souvent en reprise que le monde pognait ça la nuit en tant qu'insomniaque là, c'est un peu comme les trucs au Canal D là, tu finis tout le temps par le pogner à un moment donné, mais oui ça passait, puis mais j'avais quand même une idée quand est-ce que c'était diffusé parce que souvent les gens m'écrivaient sur mon Facebook et ils me disaient hey, je viens de te voir à ta place, je faisais comme ça vient de passer. Je pense c'était bien écouté là, je pense. C'était leur meilleur code d'écoute de la station. C'est juste c'est chiant, et il a fallu qu'il coupe, il n'y avait pas le choix. Puis il voulait pas l'amener à TVA, ou tu sais, TVA 1000. Ben, il faudrait que je regarde avec Juste pour rire production, parce que c'est eux autres, c'est Juste pour rire télé qui fait ça. Puis je sais pas si en ce moment, ils essaient de vendre ça, soit à Télé-Québec ou à V, maintenant qu'il y a pris un tournage qui est très humoristique. Fait que peut-être, je sais pas. Peut-être que je vais recommencer à aller pleurer au brouhaha le jeudi soir. Je sais pas. C'est vrai. Ça, j'ai eu ça, moi, quand je rodais à une place que tu sais que ça va être dur. Ouais. Moi, quand j'ai recommencé, tu sais, tu parlais Blue Dog. Il y a Blue Dog, ouais. T'as-tu nommé le Blue Dog? Non, je l'ai pas nommé, il y a Blue Dog le lundi, ouais. Asti que c'est dur, cette place. C'est tough. C'est tough et les gens ils s'en foutent, mais si ça marche là-bas, tu sais que ça va marcher à beaucoup d'endroits. Mais déjà un crowd d'anglophones, peut-être que je me trompe parce que moi aussi j'ai joué une couple de fois en anglais, mais il me semble que ça réagit moins qu'un crowd de francophones. Non, ça dépend des soirs. Bon, j'avais juste pas bonne. Moi, je trouve que... Mais en général, le calibre est moins fort. Fait que, tu sais, si tu suis après 8 personnes qui sont juste, tu sais, des vrais open micers. Puis explique-nous ça, Eddie, pourquoi les crowds de noirs sont si dedans? Non, mais Chris, c'est du monde qui se lève, ça crie, ça fait des standing ovations à un gag. On est très expressif, en général.
Moi, j'adore Quand ça. on t'aime, quand t'aimes pas, tu vas le savoir très vite. Tu vois. À date, je suis safe. Ouais, on est très expressif. En général, dans nos familles, dans les gens, on cache pas nos émotions, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est la même chose aussi pour, moi, j'ai toujours dit quelque part, la communauté noire ou le peuple noir en général, ce qui est très très gros comme très vaste, mais le peuple noir et les Québécois sur beaucoup de choses, on se ressemble énormément. Ouais. Et c'est pas pour rien. Pour les l'humour- standings. Non, mais c'est vrai, Ouais. tu sais. Ouais. Et l'humour a beaucoup de place ici parce que l'humour arrive beaucoup quand il y a eu de la douleur derrière. Et nous, c'est ça aussi. Donc c'est pour ça que quand il y a de l'humour et que tu vois, c'est pas pour rien que parmi les plaques tournantes de l'humour, du stand-up dans le monde entier, t'as beaucoup d'Afro-Américains qui sont derrière parce que ça vient de la douleur. C'est pour ça que tu peux nommer des Richard Pryor, des Chris Rock, des Dave Chappelle et tout ça parce que ça Beaucoup vient de de juifs aussi en anglais. aussi. Ouais. Et les Québécois, c'est la même chose, tu vois, genre après tout ce qui s'est passé, c'est normal que l'humour a autant de place et qu'il y a autant de réactions, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a conté qu'en Angleterre, à un moment donné, il y avait eu une explosion dans un shop, dans un magasin, puis que quand l'explosion a eu lieu, tout le monde capotait, puis il se disait comment il va faire, puis tu sais, il va perdre sa business, puis tout ça. Puis le gars, il a juste fait imprimer une bannière qui disait « On est plus ouvert que jamais, venez nous voir ». J'étais comme « Chris, c'est une bonne idée ». Chris, il a explosé, il y a plus de mur, et tu peux pas être plus ouvert que ça. J'étais comme « Man, que c'est brillant, ça servir de l'humour dans le malheur pour, c'est sûr. après ça, comme cliquer sur le monde ». J'étais comme « C'est magique, c'est magique ». C'est sûr. Très drôle, ça. C'est là que l'humour devient important quand il y a de la douleur. Moi personnellement, si on me demande quel genre d'humour tu fais, c'est dur à définir, mais tout ce que je sais, c'est que moi, je vais puiser mes sources dans ce qui me fait chier, ce qui me fait mal, dans ma douleur ou dans ce que je suis rendu dans ma vie. Et puis c'est là que tu es le plus sincère possible, quoi. OK. Puis ton but, c'est là je suis loin, mais ton but dans la vie ou ton prochain objectif, c'est quoi? Maintenant, mon objectif, là, c'est que mon nom ait de la valeur. Pas pour moi, pour ma fille. C'est-à-dire que j'aimerais ça que ma fille, que si elle dit je suis la fille d'Eddie King, ça peut se transformer en argent. C'est le meilleur héritage que je peux lui laisser, que mon nom, il ait de la valeur. Je sais pas pourquoi, par rapport à mon humour ou quoi que ce soit, mais c'est ça depuis que j'ai eu ma fille, mon objectif, il a changé, puis c'est ça maintenant. Tu veux pas qu'elle travaille puis qu'elle fasse du cash sur ton Non, dos. je veux, je veux évidemment qu'elle travaille, mais je veux que tout ce par quoi je passe, c'est une valeur à la fin. OK. Et un peu comme que mon nom devienne comme une maison, qu'elle puisse l'utiliser après. Et puis tu sais, je sais pas, t'es l'enfant de, je sais pas, Robin Williams ou de Richard Pryor. Comme, tu sais, George Carlin, sa fille, là, ouais. elle fait ça, mais elle le fait super bien, puis de façon respectueuse. Elle anime un podcast, elle a sorti un livre, puis c'est devenu toutes les affaires à l'époque qu'on aurait demandé à George Carlin de faire, c'est elle qui le fait. Exact. Puis tu sais, avec le métier qu'on fait, et surtout au niveau où est-ce que j'aspire à arriver, c'est avec des sacrifices, et je sais que ma fille va probablement avoir peut-être un certain manque. Tu sais, c'est pas facile, je pense, d'être l'enfant d'un entertainer, puis surtout, tu sais, avec les voyages et tout ça, être aussi présent qu'on voudrait. Et puis, au moins je peux lui laisser ça, c'est déjà ça, tu vois. Très cool. Puis toi? Ben, moi, je pense que mon but a pas vraiment changé depuis que je suis rentrée en humour. Si on parle par rapport à l'humour, mais même à ça. Ça peut être ton but dans la vie. Ouais, là, ben, tu veux trouver le moi, remède je suis dans la passe où est-ce que la maternité presse, tu sais, OK. dans le sens que tu sens l'horloge biologique. moi, à TIC, depuis que je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, puis ça fait 18 ans que je suis sortie, il y avait juste personne qui voulait me donner du sperme, mais non, c'est pas. Mais bon, maintenant, mon chum et moi, on est rendus là. OK. Puis étant donné que j'ai 38 ans, ben tu sais ça c'est comme les 5 ans fatidiques là, c'est 38 à 40 quelques là, c'est pas tu peux pas passer à côté de ça. Puis il y a quel âge, ton chum? 43. OK.
Fait que lui aussi, tu sais, en fait, lui, il a décidé de repartir pour une deuxième portée parce qu'il y a déjà un adolescent de 13 ans qui est d'ailleurs fantastique. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un enfant avec lui parce que je vois bien le résultat. Ouais. Tu sais, c'est le fun. Je l'ai comme samplé comme au Costco. J'étais comme, ah oui, toi t'es bon, on va te prendre. Mais mais pour vrai, il est top notch. Puis tu sais, et l'idée de faire des enfants pour moi est importante. Mais au niveau at large dans la vie, je repars tout le temps avec l'idée de j'ai-tu fait du bien à du monde? C'est pas j'ai pas fait le bien en général, tu sais. Non, ouais, mais mon humour, J'ai ruiné ma vie. mais mon humour elle peut quand même être trash, tu sais. On a fait des roasts pour ça, puis tu sais, j'adore être trash dans mon humour, mais il reste que quand tu ressors du show, puis probablement que c'est la même chose pour toi, quand tu ressors du show, t'es-tu un peu plus content que tu l'étais quand t'es rentré, tu sais. Mon premier objectif, c'est de te faire rire, puis le deuxième, c'est tu te sens-tu un peu mieux que t'étais quand t'es rentré. Puis j'essaie de vivre ma vie en général comme ça, que quand je croise quelqu'un, puis qu'après ça, OK, bye, je veux juste pas que tu te sentes plus mal que t'étais que quand j'étais avant qu'on se voit, tu sais. Puis à part ça, je pense que juste avec cette lignée d'idées-là, ça fait que j'ai pas vraiment d'ennemis dans la vie, personne qui me poursuit en cours, tout va bien, tu sais, j'ai pas puis j'ai été servante de messe, une petite catholique, je le suis plus maintenant, je me suis détachée de l'église quand ils ont parce qu'ils décideront jamais que les vagins peuvent parler, mais l'idée, c'est que tu sais, quand je me suis détachée de l'église, je me souviens très bien que ma mère, elle a dit à mon père, arrête de capoter avec ça. Il y a du monde qui sont assis à l'église, qui sont 1000 fois pires, puis qui font 1000 fois pire, puis tes enfants, eux autres, sortent, tu sais, ils sont dans le monde, puis ils font le bien. Ouais, moi, j'ai des parents croyants, puis tu sais, on a été à la messe de minuit longtemps à rire de la petite madame qui chantait trop aiguë, puis tu sais, non, mon frère puis moi, c'était le running gag de faire comme, Christ qu'elle va pogner la note. Mais tu sais, comme, fait que c'est ça, avec l'orgue, que t'as tout le temps l'impression qu'il est désaccordé, puis le monde, tu fais par exprès pour tousser, pour que ça sonne écho, puis tu bêtes quand est-ce que le premier bébé va brailler. Tu sais, on a tout bête des trucs d'église. Mais là, maintenant, je pratique une spiritualité qui n'est pas religieuse. OK. C'est quoi ta spiritualité? C'est de me centrer sur les capacités que j'ai à l'intérieur, puis de pas oublier qu'elles sont toutes là, qu'il faut juste que je mette les bonnes actions en place pour le faire. Fait que je m'effoire des fois, puis je fais juste comme on revient à l'essentiel, la façon que t'es faite, t'es supposé d'être capable de dealer avec ça. Fait que c'est de la méditation, c'est tu sais, là c'est weird de parler ça sur un podcast parce que d'habitude c'est très privé, tu sais, mais il y a une fille qui a fait comme une peinture, puis moi j'ai trippé sur une fille qui écrit un livre. Tout le monde me demande c'est qui mon mentor, puis souvent c'est même pas en humour, puis je dis c'est une fille qui s'appelle Kelly Cutrone parce qu'elle est italienne, qui a écrit un livre qui dit If you wanna cry, go outside, puis normal gets you nowhere. Si jamais vous avez la chance, si vous êtes des filles puis vous avez la chance de lire ça, c'est le genre de fille folle mais qui est très sensée, une maman louve qui prend soin de son monde mais qui te le crisse d'en face si tu fais pas la bonne affaire puis qui va te mordre, tu sais. Fait que puis pour moi en humour t'as pas le choix d'avoir un certain mordant, que tu sois une fille ou un gars, là. Je pense pas que c'est juste une affaire de fille, mais il faut que tu sois prêt à mettre ton pied à terre, puis aussi il faut que tu sois prêt à, si t'as envie de brailler, va dehors, parce que c'est pas une bonne idée dans un monde de gars de te mettre à brailler dans la loge, tu sais. Fait que pour moi, ça a été une bonne mentor là-dessus. Fait qu'elle son livre tient à côté de ma chandelle, là. Je fais comme, you can do this shit, girl, tu sais, puis j'y vais avec ça. Fait que c'est assez simple. Là, je sais pas s'il y en a ici qui ont des questions. Oui. C'est quoi ta question? C'est un number qui marche, là. Quand est-ce que vous décidez que vous arrêtez de le faire? C'est-tu quand il passe, mettons, d'un cala sur un DVD ou quand tu te fais poursuivre, mettons, parce que tu le fais, ou je sais pas d'autre quoi. Quand est-ce que vous arrêtez de faire un number qui marche? Est-ce que vous voulez répondre, vous autres? Moi, j'arrête quand j'y crois plus. Quand j'arrive plus à le vendre. C'est-à-dire, moi, je suis tellement près de l'émotion que je dégage dans, tu sais, comme je vais puiser à l'intérieur de moi, fait que si c'est plus vrai, en général, je le fais plus. Et si je me sens plus dans ce délire-là, je le fais plus. Ouais, moi aussi, je sais que mon numéro que j'avais écrit sur ma blonde qui m'avait laissé en 2002, quand elle était revenue, le numéro marchait plus pantoute.
c'est allé de être mon numéro Parce que tu qui jouais marchait pas le pareil. mieux à, Ouais. là, j'étais sur le pilote automatique, puis j'étais Ah ouais. nul à chier. Fait que j'avais arrêté. Puis j'ai d'autres numéros que j'ai fait. Tu sais, je fais encore mon affaire de mon numéro de Vision mondiale de Trésor en anglais. Vu qu'ils connaissent pas le number. Fait que tu sais, ça fait, Ouais. j'ai écrit ça en 2009, puis je le fais encore en anglais. Exact. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que des fois aussi, c'est que en tant qu'humoriste, tu évolues, mais des fois la blague, elle évolue juste plus avec toi. Ouais. Donc du jour au lendemain, elle marche plus. Tu sais pas pourquoi. Et c'est simplement parce que toi, genre dans ta façon de livrer ton humour, livrer tes blagues, tes jokes, ton delivery, comment tu te tiens sur scène, ça a évolué, mais la blague, elle évolue juste plus du tout. Alors t'es obligé de l'acheter. Surtout l'humour, ça vieillit pas bien. Tu sais, quand tu regardes, mettons, nos classiques québécois, mettons, Yvon Deschamps ou RBO. Tu sais, chaque fois ils ressortent quelque chose de nouveau, il faut faire beaucoup de montage pour ça passe. Le rythme plus, est ça, beaucoup, le rythme est rendu tellement plus rapide maintenant qu'il l'était avant. On dirait qu'on n'accepte plus tant que ça l'humoriste qui fait pas la blague aux minutes, là, tu sais. Fait que ça aussi, ça vient jouer. Moi, je te dirais que tu sais, j'ai encore des numéros, justement. Je fais plus aucun numéro que j'ai fait à l'école, là. Okay. C'est pas... ça, tu sais, mon numéro de tournée, je l'ai plus jamais rejoué, là. Il y a du monde qui passe un an à faire leur numéro de tournée après, puis moi, j'ai fait, non, ça me motive plus. Mais les numéros que j'ai faits et dans lesquels je crois profondément, c'est surtout en corpo. L'erreur qu'on fait en tant qu'humoriste de la relève ou qui gagne sa vie, parce que, tu sais, on sait plus quand est-ce pu s'appeler relève, puis en tout cas c'est un peu weird tout ça, mais à un moment donné, c'est que tu t'as la fausse croyance que les gens l'ont entendu. Oh ouais. Et c'est tellement pas vrai parce que Chris, que le monde te connaisse pas dans la vie. Tu sais, je suis certaine que vous dites, premièrement, je suis certaine qu'il y a plein de monde ici à soir qui avait aucune idée j'étais qui. Puis encore plus si tu dis à ta tante qui habite au Saguenay, elle a aucune idée. Fait que c'est sûr que si je passe au Saguenay, je peux faire des numbers que j'ai jamais fait ici dans des bars. Puis je fais des numbers qui ont passé en route encore dans des corporatifs. Puis ça arrache tout parce que c'est faux de penser que les gens te croient encore. Il y a du monde qui me disent, Mélanie, sens-toi pas mal de refaire tes classiques ou tes trucs qui rendent fort. Puis sens-toi pas mal de mettre même un numéro qui a été télédiffusé comme dans ton gala, mettons, parce que c'est un hit, parce que tu vas pouvoir le mettre dans ton One Woman Show. Il y a des gens qui veulent réentendre ce Qu'est-ce qui est numéro-là. drôle, souvent, le monde font comme, ah non, je peux pas faire ce numéro-là, je l'ai brûlé. Mais quand tu commences, le monde sont juste contents de voir un numéro. En autant que c'est pas 1h30 que De t'as stock vu déjà. au complet. Ben non. Puis ça, c'est une affaire que je trouve plate, par exemple. C'est que souvent, tu sais, comme moi, dans mon one-man show, j'ai un numéro qui est passé à la TV. Puis quand le monde m'en parle, tu sais, ils font, ouais, j'avais tout vu. Puis là, je suis comme, moi, mais le show, il est comme 1h30. 90% tu sais, ouais, n'est c'est pas ça. Mais ça, c'est gossant. Mais, Ouais. Mais l'affaire aussi, c'est que je pense que ce qu'il y avait pas avant, c'est qu'il y avait pas autant de tribunes télévisées pour qu'on mette nos numéros. Nous autres, on se ramasse à chaque année à faire comme, OK, je peux essayer de faire un numéro pour le gala Comédia. Après ça, je peux faire le Comedy Club Comédia. Après ça, je peux faire un gala à Juste pour rire. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais écrire 30 minutes de stock béton que tu veux qu'il passe à la TV à chaque année, plus d'autres stocks que les gens ont pas Ouais. vus. À un moment donné, si tu fais pas autre chose, peut-être qu'à un moment donné, tu es une machine comme Guillaume Vanant qui est capable de faire 7 galas en 7, mais quand t'as d'autres occupations, tu sais, comme moi, j'ai écrit un roman, une série web, tout ça, à un moment donné, tu dis, Chris, tout a passé à la TV, j'ai plus de numéro libre de droit, fait que c'est d'essayer de doser qu'est-ce que tu veux mettre à la TV puis qu'est-ce que tu veux garder pour ton show, tu sais. Mais c'est vrai ce que t'as dit, l'humour qui vieillit mal des fois. C'est pas nécessairement dans le rythme, mais des fois c'est dans les propos. ben ouais. Parce que, tu sais, Delirious d'Eddie Murphy, c'est un classique. Mais comment il commence le show? Ouais. En 2015, mais ça passe même pas. Mais ouais, il y a Genre dire qu'il y a where's the faggot section? Ouais. I know when they're looking at me because my ass is hot. Des trucs comme ça. Ouais. Mais tout ce qui est c'est ça, tout ce qui est homophobe, tout ce qui est homophobe, raciste, misogyne, c'est rare, ça vieillit bien. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Mais je me suis demandé, à cette époque-là, ça passait. Non, mais tu sais, comme t'as vu le documentaire sur Trevor Noah,
qui anime maintenant le Daily Show. Ouais. Il y a un documentaire sur lui, sur sa vie, et tu vois tous les vieux blancs qui étaient des stars de l'humour en Afrique du Sud avant l'apartheid. Eux autres, quand ils ont dit, OK, non, les Noirs peuvent être humoristes aussi, ça, ces vieux-là, tu vois qu'eux autres, ils ont plus aucun gag qui marche encore en 2015. C'est fou. Puis, en plus, quand tu regardes ça, comment dire? Moi, je me suis toujours demandé, ça, c'est arrivé, par exemple, à quelqu'un comme Eddie Murphy, où est-ce que, genre, tu le mettrais aujourd'hui, ça passe pas du tout, tu vois. Et, je me dis, nous, c'est quoi? Je me pose, où est-ce que nous, qu'est-ce que nous, on aura dit qui passera pas, genre, moi, il y en 2030? Il y en a plein, mais, il y a une couple d'années, j'avais, mais il y a une couple d'années, j'avais des manifestantes devant un de mes shows. Puis il y avait plein de gags, des vieux gags que je faisais, mais c'était des gags que j'assume encore, mais qui dataient d'il y a 15 ans. Puis j'étais comme, c'est fucking weird, tu sais, parce qu'un humoriste, tu sais, ce que tu dis là, puis ce que tu trouves drôle là, si tu changes dans 10 ans, tu trouveras ça drôle. Fait que moi, c'est pour ça que j'essaye vraiment d'être tout le temps du bon côté de mettons, un gag racial. Je veux pas être le gars que dans 10 ans, ils vont faire check le style mononcle raciste ou, tu sais, check le style mononcle sexiste ou homophobe. C'est des gags pro-vie, là. Tu fais comme, Mike. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est rare, ouais. Dans 10 ans, on va faire comme si déjà. J'ai un gag que l'avortement, c'est le meurtre. Puis ça, j'y ferais pas. Non. Mais je fais encore des jokes de gays. Mais j'essaie d'être plus funny. Non, mais j'essaie de montrer que c'est pas homophobe. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je trouve hard, c'est de réussir à faire passer un gag et sans que les gens sentent la haine derrière le gag. Parce que tu sais, tu peux en faire des... Tu sais, moi, ça a été ma bête noire quand je suis sortie de l'École nationale de l'humour. Je me disais, oh mon Dieu, je peux pas dire, mettons... tu sais, à un moment donné, j'ai une phrase qui dit par rapport aux menstruations, j'étais les gars aussi, vous capoteriez si votre pénis, déjà que vous capotez quand votre pénis bande mou, imagine-toi s'il crachait du sang, tu sais. Puis l'idée, c'est que je me sentais déjà mal de dire, ouais, mais je suis pas pour dire à des gars qui bandent mou, tu sais, déjà qu'il y a plein de gars qui ont des complexes là-dessus, là, je vais juste alimenter le complexe. Tu sais, la folie de m'inquiéter sur comment le spectateur va réagir et m'inquiéter de sa santé mentale. Inquiété de ça. Non, mais c'est vrai. Jamais. Je viens de réaliser pourquoi il y a autant de monde qui ne m'aime pas. Mais ça m'a pris, je te dirais, un bon 3-4 ans à me détacher de ça pour faire comme, mais là, Chris, je suis pas sexologue, je suis humoriste. Le monde sait faire là-dessus, tu sais, aie confiance à l'intelligence du public, tu sais. Fait que là, à cette heure, je roule là-dessus à la place. Moi, en fait, j'ai juste une règle. Ça veut dire que si je parle de quelqu'un ou d'une communauté ou qui que ce soit, je me dis juste, est-ce que je serais capable de le faire devant un nombre complet de cette communauté-là, tu vois? Moi, c'est ma seule règle. Moi, c'est à cause de toi, à cette heure, que j'ai changé mon écriture à cause de cette phrase-là. Ah ouais? Tu m'avais parlé de ça pour quand je te disais, si je fais des jokes de black, puis là, tu m'avais dit ça, fait que là, maintenant, mes jokes de gay, c'est ça, mes jokes d'handicapés, c'est juste... J'imagine tout le temps, OK, je serais-tu capable... C'est ça, parce que tu vois, il y a des fois où est-ce que moi quand j'ai commencé, quand je suis arrivé dans la relève de l'humour et tout, il y a plusieurs fois où est-ce qu'il y a d'autres collègues qui venaient me voir et qui me demandaient est-ce que ça tu penses que ça se dit, est-ce que tu penses que c'est raciste, à un moment donné je me dis mais je peux pas être ton baromètre à chaque fois, en fait faut que tu sois un grand garçon et tout, puis je me dis fais-le, tu vois. Et c'est pour ça que même quand tu sais moi quand on avait discuté, c'est parce qu'on avait parlé de ce fameux Gala des Oliviers où est-ce que Marie-Jean c'était par la face en noir avec le blackface. C'est ça, tu vois. Et moi c'est ça, moi ça m'avait énervé quand c'est arrivé et j'ai toujours dit si Mario-Jean il est si malin que ça, viens devant un crowd de black et vois si 5 minutes tu fais ton numéro 5 minutes avec la face en noir, combien de temps tu vas tenir. Mais moi, juste pour voir si c'est une bonne idée. Moi, je pense pas que Mario s'était fait de façon raciste. C'est juste un gars
que probablement jamais rencontré un noir en personne. Puis non, mais c'est vrai. Non, mais Puis en fait, puis que lui, il s'est dit ben non. Moi, parce que souvent le monde font comme ben non, moi c'est un noir se peinturer en blanc, ça m'insulterait pas, fait que pourquoi moi je peux pas le faire, mais pour rappeler le contexte. Je suis d'accord aussi, c'est juste que quelque part, moi je pense pas qu'il y avait une mauvaise intention, une mauvaise foi derrière. Tu comprends? Ben non, mais parce que s'il y en avait, je serais tellement heureux. Parce qu'il il faisait même pas un numéro en un clin blanc. d'œil. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était un cameo de blackface. Ben, il était imitait chacun, il était en Boucard Diouf. Exact, il imitait exact. tout le monde, puis quand il est arrivé à Boucard Diouf, ben, il s'est peinturé à la face à place de juste dire, je vais l'imiter sans masque. Exactement. Et ça, c'est correct. Mais c'est parce que, moi, ce que je te dis par rapport à notre communauté, c'est qu'au bout d'un moment, on se fait, mais après combien de fois on va vous le dire que il y a un historique derrière et que c'est super vexant et qu'à chaque fois, mais vous devriez comprendre qu'on vous écoute pas. Exactement. Exactement. On est trop occupé à vivre notre vie de blanc. Puis faire Chris que c'est cool. Depuis quand on a pris en considération mon feeling? Dans ce genre d'histoire-là, la seule personne qui avait eu, que je te dirais que quelque part, qui a été la plus honnête ou plus franche, même si c'était dégueulasse qu'elle a dit, c'est Denise Filatro. Quand elle s'est arrivée, elle a dit, ah bah si c'est comme ça, il n'y en aura plus de noirs à la télé, tu vois. À un moment donné, tu dis, ouais, mais il y en a quasiment pas, de toute manière, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que, tu comprends? Hey, il y a une affaire que moi, j'ai jamais compris. Pourquoi il y a pas la version française, du N-word? Tu sais, quand mettons, tu sais, en anglais, hein? Le mot N, genre? Ouais, tu sais, à place de dire le mot, tu sais, vu qu'à chaque fois, là, mettons, quand tu dénonces quelqu'un qui dit ce mot-là, tu le dis le mot. Fait que tu dis, hey, lui, il a dit le mot nègre, puis là, tu fais, ouais, mais tu viens de le dire. Pourquoi qu'il n'y a pas la version N-word? Je sais pas. Je me dis aussi, les anglophones, ils ont une façon de fonctionner qui est assez particulière, où est-ce que, genre, ils sont très, tu sais, on dirait que dans leur mentalité, ils ont tellement peur de mal paraître que ils censurent un peu tout directement. Et tandis que c'est pas dans la culture francophone de le faire, que ce soit ici ou que ce soit en France, c'est pas la culture francophone de censurer ou d'utiliser le mot de se censurer. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est parce que je vois jamais non plus. C'est-à-dire que tu vois, nous même en général, quand tu regardes ça à la télé, il y a des gens ils sacrent des fois. Ou même à la télé française, il y a des gens ils disent des gros mots, ou tu vois un sein, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas ce même niveau de censure que du côté anglophone, donc ils auront pas il n'y a pas directement ce réflexe. Et de toute façon, si genre comme tu l'as dit là, tu vois par exemple, il y a un contexte derrière et que tu expliques quelque chose, je vois pas pourquoi il devrait avoir la censure non plus, tu comprends? Mais de toute façon, je veux dire, en français, entre vous autres, vous êtes pas yo, mon nègre! Tu sais, non. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il est comme pas non, mais il est pas jamais j'ai dit mon nègre. Ben, ça serait weird. Ben, c'est parce que, tu sais, souvent, il y a comme la ligne, tu sais, très claire que si tu l'es, tu peux le dire, puis si tu l'es pas, tu peux pas le dire. Parce qu'en anglais, tu sais, ils sont yum même moi, en vrai, même moi, je l'aime pas ce mot-là. Je le dis pas vraiment. Je l'aime pas. Honnêtement, je l'aime pas. Puis même quelque part, j'ai même un petit problème avec les Afro-Américains qui disent bon, ils se l'ont réapproprié, mais en même temps, c'est comme frère, il y a des trucs plus importants qu'on doit se réapproprier. Tu vois ce que je veux dire que juste ce mot-là, tu vois. J'ai pas C'est comme les filles qui s'appellent bitch entre eux autres, puis qui font comme non, ça c'est ma bitch. Mais je vois, mais tu l'aides pas en disant ça. Tu sais comme qui mais bon. C'est moi après, mais bon, écoute, je suis pas américain, donc je suis pas, tu sais, je peux pas non plus trop comprendre tout ce qu'ils ont dans leur culture et tout. Mais c'est sûr que moi-même quand des fois je l'entends, ça m'irait. Vous êtes obligé. Tu sais, si c'était un truc qui était vraiment à huis clos entre nous et qu'on rigole, j'aurais fait ouais, y a pas de problème. Mais gars, tu sais dans la musique, dans l'entertainment et tout ça, c'est tellement diffusé qu'à un moment donné, ça devient. Des fois, moi, ça peut m'embarrasser, tu vois. OK. Tu comprends? Est-ce que vous avez, je pense, on va prendre une dernière question. Fait combien de temps qu'on roule? OK, Chris, OK. Fait qu'on va prendre une dernière question, puis j'espère qu'elle va être drôle, votre question. Parce qu'il faut finir fort. Oui? Dans toutes les sectes du monde, il y a tout le temps du monde qui se trouve, tu sais, on trouve une personne plus drôle qu'un autre, on se fait rire entre nous autres.
y a un moment donné où il y a un indice que quelqu'un, est-ce qu'il faut peut-être pour s'essayer en humour ou d'essayer de... Ça, s'il y a un indice pour savoir si tu devrais t'essayer en humour, qu'est-ce qui est drôle? C'est dur à savoir. Mais honnêtement, si tu te trouves drôle, tu devrais l'essayer. Pour de vrai. Non, parce que puis tu vas le voir un coup sur scène. Tu sais, tu le sais tout de suite après un gag. Et tu vas voir aussi la différence de faire rire tes potes et faire rire sur scène. Parce que moi, comme tu vois, je suis pas un mec qui est super, je suis pas le mec qui fait je suis le gros clown qui fait rire tout le temps. J'ai toujours même dit en interview, moi, je suis plate. Parce que tu me parles, tu me poses des questions, je réponds. On a peur que tu nous crisses une volée. Ouais, exactement. Voilà. Sur ça, j'ai mis Mélanie entre nous deux pour pas... T'en voulais pas une autre volée, c'est ça? Mais tu vois, mais du coup, sur scène, t'as d'autres choses, t'as d'autres techniques, t'as des trucs qui te permettent d'être drôle. Par exemple, moi, je pense pas que je suis quelqu'un qui est super drôle dans la vie de tous les jours, mais quand je suis sur scène, j'ai appris à te montrer le ridicule des choses, et c'est pour ça que c'est drôle, tu vois. Donc c'est pour ça un peu la différence. Donc moi je dis, c'est pas nécessaire que si t'es pas drôle dans tes potes ou dans ta famille que tu vas pas être drôle sur scène, et vice versa. C'est pas une vérité absolue. Comme il a dit, essaye-le puis c'est tout en fait. Ouais, ça a l'air simple de dire ça comme ça, mais il y a une différence entre être drôle avec tes amis quand ils se n'attendent pas versus être drôle sur commande quand les gens ont payé et s'attendent à ce que tu les fasses rire. Il y a une pression là-dedans qui existe pas. Tu sais, au bureau, mettons, quand tout le monde est sérieux puis tu pitches une craque, t'as l'élément de surprise qui va pour toi. Tandis que quand t'es sur une scène, t'as aucun élément de surprise. Les gens sont là et ils attendent ça. Fait que cette pression-là, il y a pas tout le monde, un, qui est capable de la gérer, puis deux, il y a pas tout le monde qui est capable d'être drôle sur commande versus se servir d'une situation existante pour après ça faire rire on the spur of the moment. C'est pas... Puis le gars qui a demandé ça, tu demandais ça parce que t'aimerais le savoir? OK. Mais ben vous deux, on commence des open mic ici. Oui, non, c'est vrai, ça va être les mercredis soirs à 22h30. Ouais, c'est les mercredis. C'est 5 minutes, tu viens, t'essayes. Ça commence demain. Fait que c'est ça. Les gens payent 5$, fait qu'ils ont pas trop d'attente. Exactement. Comme ce soir, merci. Exactement. Fait que je pense on va finir là-dessus sur merci beaucoup tout le monde. Merci. J'aimerais ça vous demander si vous avez juste dites vos noms Twitter, Facebook, comme ça si le monde veut vous suivre, aller vous voir, vous stalker. Oui, en fait, si tu cherches mélaniecouture.com, tu vas avoir tous les liens de Twitter, mon channel YouTube, mon Facebook et même un lien pour mon roman qui est en vente partout chez Archambault et tout. Excellent. Et moi, mon Twitter, c'est Eddie King, commercial Eddie King en un mot. Facebook, c'est la même chose. Tu cherches Eddie King, tu vas me trouver. Puis Eddie avec un Y. Avec un Y, ouais. Eddie avec un Y. Et mon Instagram, c'est Eddie King Kong. Donc en un seul mot. Je ne te verrai plus jamais de la même manière. Avait pris Eddie King? Je crois que ouais. OK. C'est bon. Il y a un chanteur, je crois, un chanteur, je pense qu'il chante en espagnol, un truc comme ça, qui s'appelle Eddie King. Ah, il doit être taillé. Ouais, sur Twitter, je pense que... Parce que souvent, je reçois ses tweets. C'est drôle. Tu devrais écrire en espagnol. J'haïs mes fans. Fuck you. Enrique Iglesias est 1000 fois meilleur. I'm out, bitch. Hey, merci beaucoup tout le monde. OK, merci. Bonne soirée.